C'est bon? On peut commencer? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien, même dans le son? J'ai pas envie de crier. Bon. Je vais essayer de parler fort. J'ai pas trop de voix ce matin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le compte du préfet qui ne peut pas être parmi nous ce matin et il en est bien marri. Mais vous savez, son attachement à la transformation de l'action publique et puis tout le travail que vous menez les uns les autres en matière d'entrepreneuriat, c'est un sujet éminemment important pour les Pays de la Loire. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir aussi une promotion et surtout un jury de très bon niveau, des représentants très divers, j'y reviendrai, qui montrent aussi l'intérêt qu'on porte ici en Pays de la Loire et puis les relations permanentes qu'on peut avoir avec notamment la DITP, cher Grégoire. Je te remercie d'être encore parmi nous aujourd'hui et je te laisserai la lourde tâche de conclure cette matinée puisque je devrais m'absenter après l'introduction. Je remercie également Madame la préfète, chère Marie-Aimée, pour sa présence parmi nous ce matin dans le cadre de cette matinée de clôture de jury, mais qui se veut en fait un moment convivial et puis surtout un moment constructif pour que les uns les autres vous puissiez échanger, challenger, présenter d'abord vos projets. Et donc, en guise d'introduction, je voudrais faire 4 remerciements un peu appuyés. D'abord aux entrepreneurs qui sont parmi nous, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et puis ceux qui vont présenter leur pitch. Merci pour votre travail tous les ans, vraiment intéressant, voilà, et très, très adapté à nos politiques publiques et à la recherche d'aménagement et de facilitation de finalement notre travail au quotidien, puisque c'est l'enjeu de toute cette transformation publique, c'est aussi d'améliorer notre travail au quotidien. Vous avez pendant 7 mois préparé des projets, puis vous allez nous faire un petit point d'étape. Voilà, c'est un long travail que vous faites en plus du reste, donc je tiens à le souligner, à vous remercier pour votre engagement au quotidien, c'est vraiment très important. Le deuxième remerciement, il ira aux membres du jury. Merci d'être venus à haut niveau, sous-préfet, préfet d'abord, sous-préfet, directeur, l'ensemble SGAMI. Enfin, on voit une diversité de membres du jury cette année et puis un niveau de représentation qui montre l'importance, et je vous remercie pour ça, de l'encouragement et du soutien de la hiérarchie, parce que c'est essentiel dans le cadre de ce travail de transformation d'action publique, d'avoir des managers qui soutiennent nos équipes, qui soutiennent ces démarches collectives et qui soutiennent le fait que vous faites ça voilà, en plus, mais pour les autres. Et voilà, donc je voudrais vous remercier pour ça, chers membres du jury, et tous les managers qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui soutiennent ces démarches parce que c'est évidemment important. Et un remerciement appuyé et particulier à Madame la préfète, puisque elle est là parmi nous aujourd'hui. Et puis l'année dernière, elle a aussi soutenu une assistante de direction qui a fait des petits, j'ai envie de dire, puisque le projet a été massifié au niveau national. Troisième remerciement, du coup, c'est pour le niveau national, c'est pour la DITP, pour son soutien permanent, continu. C'est aussi la DITP qui nous aide à faire en sorte que les projets que vous portez là deviennent des projets nationaux parfois, souvent, on va le dire, en Pays de la Loire. Merci à toi, Grégoire, et puis à toutes tes équipes, au DITP, à Thierry, pour le soutien quotidien permanent en termes de financement, d'accompagnement humain. On va encore expérimenter dans le cadre des services publics plus. On en reparlera lundi à Paris avec notamment Ghislain et ses équipes. Mais voilà, merci pour ce soutien permanent et ta présence ici montre l'attachement qu'on a les uns vers les autres sur ce sujet. Et puis, dernier remerciement à l'équipe d'Étaline, évidemment, puisque aujourd'hui c'est un point d'étape. Mais Étaline, vous savez, à vos côtés au quotidien, vous soutient dans vos projets. Vos projets, ils demanderont encore du travail après cette clôture de jury. Ils seront là avec les équipes évidemment de la PFRH, d'autres équipes du SGAR. Mais voilà, je tiens à vous remercier vraiment pour votre travail, votre capacité à fédérer et à travailler sur tous les sujets qui sont très divers. On le verra, puisque là, on parle à la fois de sécurité civile ce matin, comme de communication ou de politique publique. Donc, c'est voilà, très riche. Merci pour votre capacité vraiment à accompagner les projets et merci pour le soutien que vous allez poursuivre aussi, en plus du reste, avec ces 3 beaux projets qu'on aura ce matin. Donc voilà, merci pour vos travaux. Bonne matinée à vous. Un message en termes de conclusion de cette introduction. Expérimentons, il faut expérimenter et le droit à l'erreur, c'est essentiel pour réussir à poursuivre cette politique de transformation de l'action publique. Voilà, merci et bonne matinée à tous. Marie-Aimée, si tu souhaites prolonger l'introduction, pardon, il y a quand même une préfète en ligne, donc je cède bien volontiers la parole, Marie-Aimée.
Non, merci Orvana. Écoute, moi je suis ravie de participer en tout cas à une partie de cette matinée, puisqu'après je vais être obligée de m'enfuir, mais toujours attachée à l'innovation et puis surtout à soutenir nos agents qui montent des projets avec Grace et avec Étaline. Donc en tout cas, merci de cette séquence. Bonne matinée à tous. Merci beaucoup. Et, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, juste, on va faire assez rapidement, mais quand même pour recontextualiser. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore totalement. Donc moi, je suis Julie Gardet, je suis responsable du laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire, qui s'appelle donc Étaline. Et voilà, très rapidement, vous redire, nous, nos missions au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les services de l'État dans leurs projets de transformation. On fait ça en lien avec nos collègues de la PFRH, de la transformation numérique notamment, mais on est là pour leur apporter des méthodes et des outils innovants pour passer en général d'une problématique qu'ils ont à une solution. Et on les accompagne tout au long de leur projet avec toujours deux objectifs permanents, l'amélioration de la qualité de service public et des conditions de travail aussi des agents, l'idée étant de ne pas dégrader leurs conditions en essayant de trouver des solutions innovantes. On a 4 grandes missions, 4 grands sujets. Donc voilà, le sujet 3 que je ne vais pas développer, je laisserai Simon présenter, mais pour lequel on se retrouve ce matin sur l'intrapreneuriat. Et puis voilà, l'ADN du lab, c'est l'accompagnement de projets avec des démarches innovantes, notamment à travers le design de service. La participation citoyenne aussi, qui est un axe fort de notre action sur comment on aide les services de l'État à collecter la parole des citoyens pour améliorer ou construire des politiques publiques. L'incubateur de projet, voilà, je laisserai Simon le présenter juste après. Et puis tout un volet aussi qui est très important sur l'acculturation des agents publics à l'innovation publique, avec beaucoup d'événements qui sont organisés, le mois de l'innovation publique, voilà, que vous connaissez sûrement, auquel vous avez peut-être déjà participé, des ateliers. On a un réseau d'innovateurs aussi qui comporte aujourd'hui plus de 60 agents volontaires impliqués, voilà, qui souhaitent s'acculturer. Et voilà, la semaine prochaine, on participe à l'animation d'une journée sur l'économie sociale et solidaire. On a fait appel au réseau pour venir nous aider à co-animer cette journée et on a eu vraiment beaucoup de réponses. Donc c'est un réseau qui a pris beaucoup d'ampleur cette année et qui marche très bien. Et puis voilà, tout ça, le design de service, c'est l'ADN du lab. Le lab existe depuis 2017 et au fur et à mesure, le design de service a pris vraiment beaucoup de place dans le lab et c'est vraiment une méthodologie qu'on essaie d'appliquer à l'ensemble des projets qu'on accompagne avec voilà, ces 4 étapes que certains maintenant connaissent très bien, notamment les entrepreneurs qui sont dans la salle, qui ont un peu vécu ces étapes durant les 7 mois qu'on vient de passer ensemble. Voilà, on va vraiment rencontrer les usagers, on les met au cœur de nos démarches, on essaye de co-créer avec eux, on prototype aussi, on teste, et puis pour essayer de s'assurer que nos solutions sont les plus pertinentes. Et je passe la parole à Simon pour vous faire une présentation aussi rapide de l'incubateur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation pour une mise en contexte de ce dispositif qui est l'incubateur de projet d'Étaline. Donc là, on est sur la 3e promotion. L'incubateur a été lancé en 2022 dans le cadre du projet de transformation des services de l'État qui s'appelle CAD 2030 et du coup qui a été poursuivi depuis 2022 et on réitère nos remerciements pour la DITP qui soutient ce dispositif et qui permet sa mise en œuvre pour chaque promotion. Donc l'incubateur de projet d'Étaline est un dispositif d'intrapreneuriat qui permet d'accompagner des agents volontaires pour mettre en place des projets au sein de leur structure. Donc là, aujourd'hui, on aura le témoignage et le pitch de projet des intras de cette 3e promotion. Donc l'idée, c'est comment accompagner les agents pour passer d'une idée à une problématique qu'ils observent au quotidien et de passer à un premier test de solution qui est testé et approuvé sur le terrain.
Et du coup, il y a un accompagnement pendant 7 mois. Et au-delà de l'accompagnement, l'objectif, c'est aussi d'acculturer les agents, de les outiller aux différentes méthodes de transformation publique et notamment de design et des méthodes centrées usagers. Donc, comment partir des besoins d'un agent ou d'un citoyen pour élaborer un projet, initier la culture de l'intrapreneuriat, de pouvoir tester rapidement et de faire un peu la preuve du concept d'une solution pour voir si ça marche, si ça ne marche pas et de réitérer. Et du coup, on est vraiment dans un cadre d'expérimentation et de droit à l'erreur pendant 7 mois pour permettre aux agents de faire un petit pas de côté dans leur quotidien. Et patience, ici et en visio. Hop. Donc, quand on parle de droit à l'erreur et d'expérimentation, du coup, le sujet, on va dire. Donc, pour l'accompagnement, pour rentrer en détail sur l'accompagnement du coup de cette promotion et de notre offre d'accompagnement, du coup, pendant 7 mois, les intrapreneurs bénéficient de 6 journées d'accompagnement où on vient vraiment détailler la méthode du design de service. Donc, comment partir des besoins des usagers. Donc là, il y a une initiation avec une sociologue, Elvire Bornand, pour aller faire du terrain et rencontrer les cibles, les usagers. Puis après, du coup, comment on vient créer et imaginer des solutions à partir des besoins qui sont observés et comment on vient prototyper. Donc, l'incubateur accompagne vraiment plein de sujets possibles et c'est vraiment de partir le message clé, c'est partir des besoins et jamais d'une solution et de tester vraiment sur le terrain. Et en parallèle des journées d'accompagnement, du coup, chaque équipe bénéficie de coaching, du coup, avec un binôme de coaching composé d'une personne du Lab Étaline, mais également des prestataires partenaires. Donc, je remercie Vanessa, Aurélie du collectif 100 watts pour leur accompagnement, mais également Joy et Sébastien du cabinet Epigo. Et qui ces coachings-là permettent vraiment de challenger les équipes et dans leur quotidien et de les accompagner en dehors des journées. Et donc, à la fin des 7 mois d'accompagnement, il y a une clôture. Donc, c'est aujourd'hui cette clôture pour la 3e promotion. L'idée, c'est de permettre aux agents d'avoir un cadre pour venir présenter leur projet, leur début de solution devant une audience, donc que ce soit des collègues, des agents publics, mais également devant de potentiels sponsors, soutiens ou d'administration ou de partenaires qui va leur permettre d'avoir des retours, des questions, de venir détailler certains points des sujets. Donc, on vous remercie pour votre participation et qui va permettre de faire avancer chacun des projets. Et pour finir, du coup, pour un petit focus sur cette 3e promotion. Donc, cette année, il y avait 4 projets qui étaient accompagnés avec des thématiques variées. Donc, que ce soit de la gestion de crise, la biodiversité, la communication sur les politiques publiques et également l'attractivité des métiers de la fonction publique. Aujourd'hui, il n'y a seulement que 3 projets qui vont être pitchés et présentés. Donc, on pense à Delphine, du coup, Dupuis, qui a mis en pause son projet pour le moment et du coup qui bénéficiera d'un accompagnement en dehors du dispositif d'incubateur initial, mais justement dans cette question d'expérimentation et d'adaptation, on va trouver des moyens pour poursuivre l'accompagnement. Donc il y avait 7 agents publics du coup accompagnés, que ce soit de la DDT de la Mayenne, de la préfecture et du SGAR des Pays de la Loire. Et cette année, pour documenter ce dispositif, on a fait le choix de réaliser une web série qui s'appelle le Bureau des Intras. Donc, il y a eu 6 épisodes qui ont déjà été tournés, donc à chaque journée d'accompagnement. Et dans quelques mois, il y aura un dernier épisode pour voir un peu l'avancée des projets, savoir est-ce que ça a été abouti, est-ce que certains projets sont en arrêt ou en pause. Donc voilà. Donc on place maintenant, on a fait une petite introduction avec des aléas, mais surtout place aux intrapreneurs pour leur présentation. Merci Simon, et du coup je me permets de saluer notamment Delphine que Simon a cité mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui est quand même en visio et
pense qu'elle aurait aimé être là, mais voilà. Coucou Delphine, si tu nous vois. Peut-être juste avant de commencer le premier pitch, je sais que les entrepreneurs piétinent d'impatience. Peut-être faire une petite présentation des membres du jury, voilà, pour que tout le monde ait bien connaissance de qui est avec nous ce matin. Patrice, je te laisse commencer, on fait un petit tour de canapé. Patrice Berthaud, le SCAR adjoint en charge du pôle modernisation moyen, dont fait partie le lab notamment. Marie-Anne Warch, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de région et du préfet de la Loire-Atlantique. Julien Barré, directeur adjoint à la DRAF, direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Bonjour, Grégoire Pirot, chef du service innovation et participation citoyenne à la CITP. Bonjour à tous, Stéphane Morin, moi je suis directeur départemental du SDIS 44. Bonjour, Christophe Bellini, je suis au cabinet du secrétariat général du ministère intérieur, j'appartiens à la mission innovation et on gère entre autres le lab Innov du ministère. Bonjour, Laurent Kergourlet du SGAMI Ouest, je travaille à DZTNUM en tant que coordinateur de projet applicatif. Et Stéphane Guillaume, le directeur zonal de la transformation numérique du SGAMI Ouest, en charge de l'ensemble des problématiques numériques pour les services du ministère sur la zone ouest. Alors, juste encore une petite question, c'est quoi le SGAMI? Le SGAMI, alors c'est le secrétariat général de l'administration du ministère de l'Intérieur en charge de l'ensemble des fonctions support pour les forces de sécurité intérieure et pour les préfectures et les DDI, donc le périmètre de la TE, voilà, sur la zone ouest. Donc c'est un département, et donc il y a un SGAMI par zone de défense. Merci beaucoup. Et du coup, en visio aussi en Mayenne, Madame la préfète. Ça arrive. Leur micro est coupé. Bonjour, donc Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Mayenne. Je suis accompagnée de Michel Debré, qui est directeur départemental des territoires. Et donc, nous sommes là aussi pour écouter le projet de nos agents de la DDT sur la connaissance des politiques publiques au profit des agents de la DDT. Merci beaucoup, très bon enchaînement. Du coup, je vais inviter Karine Ramelet, facilitatrice, et Paco Mbona, designer, sur scène, pour présenter le premier projet. Alors nous, on a le plaisir donc de démarrer cette séquence pour introduire le projet porté par nos collègues de la DDT. On est un binôme de coach pour nos collègues. Donc on les a accompagnés du coup sur ces 6 journées, voilà, pour développer le projet. Puis on va continuer après aujourd'hui pour les aider. Et on a hâte de vous montrer le travail, de fruit de longue réflexion, et on les soutient de tout cœur. Je vais commencer. C'est sur la suite. Bonjour à toutes et à tous. Travailler en DDT, qu'est-ce que c'est? Travailler en DDT, c'est assurer le dernier kilomètre des politiques publiques. C'est les porter au plus près des acteurs du territoire avec des éléments concrets qui donnent sens et corps aux politiques. C'est donc, pour un directeur, pour un chef de service ou pour un agent de la DDT, jongler entre différents sujets et être capable de s'approprier des repères clés, simples, pour pouvoir aborder une réunion ou un échange avec un partenaire. C'est donc pour eux naviguer au travers de notes préparées par les services, de guides, de plaquettes, de doctrines, produites par les ministères, donc 4 qui relèvent de la DDT, et des agences de l'État. Ces ressources, elles sont riches, utiles et indéniablement indispensables. Pour autant, dans notre phase d'enquête, on s'est rendu compte, et on nous l'a dit à plusieurs reprises, que ces ressources étaient nombreuses, très nombreuses, et que quelquefois, le quotidien pouvait se transformer en véritable galère dès qu'il s'agissait de trouver une information. Pour leur faciliter la tâche, nous leur proposons une solution. Un outil, une sorte de Becherel des politiques publiques.
Un document généraliste, simple, facilement accessible, qui permet d'aller à l'essentiel de nos politiques. Et ce document, nous l'avons appelé le memento des politiques publiques. Un document simple, généraliste, dans lequel trouver l'information qui va donner sens à la politique publique, l'information universelle qui peut être utilisée en n'importe quelle circonstance, un entretien ou une réunion. Alors donc, voilà, pour la première fois, je fais une présentation physique du prototype de notre memento. C'est un petit livret papier, format très compact, 20 à 30 pages environ, et qui a été pensé pour pouvoir se loger facilement dans une poche de veste ou un sac à main. Notre première version devrait traiter d'une douzaine de politiques publiques sous forme de fiches, chaque fiche étant construite de la même façon, selon un même gabarit, de façon à aider, à faciliter, je dirais, la tâche des personnes pour trouver l'information et permettre plus facilement aux utilisateurs de s'approprier le document. Donc là, je vais vous montrer comment sont constituées les fiches. Pardon. Donc chaque fiche contient 2 pages qui se font face dans le memento. Sur la page de gauche, c'est systématiquement une présentation des généralités sur la politique publique. Typiquement, le nom. Ensuite, les éléments essentiels pour sa compréhension. Donc, les objectifs, les enjeux, les leviers qui permettent de le mettre en œuvre, les acteurs qui peuvent permettre d'identifier les intérêts de chacun à agir, et les freins qui, parfois, s'opposent à la mise en œuvre efficace de la politique. Sur la page de droite, ce sont exclusivement des données de contexte local, avec des chiffres clés, des éléments de référence qui permettent d'illustrer la problématique dans le département de la Mayenne. À chaque fois que c'est possible, on a essayé d'illustrer avec des actions de l'État dans le département, et aussi de valoriser, enfin, ou au moins de citer des initiatives prises par des acteurs locaux qui permettent de montrer que l'atteinte des objectifs est possible. Et en dernière partie, au bas de la page, on liste toutes les politiques publiques qui sont en interaction avec la politique qu'on traite, et ça permet ainsi de faciliter la mise en cohérence et de se forger des éléments de langage pour rencontrer nos différents partenaires et les différents acteurs. Alors là, je vais vous donner en exemple l'utilisation d'une fiche de politique publique sur la sobriété foncière en utilisant ces fiches. Je vois qu'un des enjeux de cette politique publique, c'est de limiter les conséquences de l'étalement urbain. Un des leviers qui est proposé, c'est de réinvestir prioritairement les zones qui ont déjà été artificialisées, comme les friches industrielles, par exemple, les dents creuses et les logements vacants. Ça, je vois ça sur la page de gauche. Maintenant, si je vais voir ce qui se passe en Mayenne, donc sur la page de droite, je constate qu'en Mayenne, il y a pratiquement 10% de logements vacants. Donc, ça peut être une bonne idée de commencer à se dire qu'on pourrait déjà essayer de les réintégrer dans le circuit avant de commencer à envisager de faire de nouveaux quartiers ou de faire de l'extension d'urbanisme. Un petit peu plus bas sur cette page-là, je note qu'il y a au moins 2 initiatives locales intéressantes qui ont été mises en œuvre par des EPCI. Et ça peut être intéressant d'utiliser ça comme argument par rapport à nos autres partenaires ou à nos autres correspondants pour dire, ben voilà, il y a des choses qui ont été faites sur tel territoire, et ben ça marche, ça montre que avoir une politique de gestion du foncier économe, ça peut produire des résultats et répondre aux objectifs de la loi ZAN, enfin de la sobriété foncière. Et une fois que j'en suis là, je peux aussi voir quels sont les liens entre les différentes politiques publiques que l'on porte par rapport donc à la sobriété foncière. Typiquement, s'il n'y a pas d'étalement urbain, eh ben,
c'est favorable par rapport à la politique de l'eau, puisque ça veut dire qu'il y aura moins de zones artificialisées, donc moins d'imperméabilisation, et donc moins de ruissellement des eaux de pluie, par exemple. De la même façon, il y a un impact favorable par rapport à la politique de l'agriculture, puisque toutes les terres qui n'ont pas été converties pour faire de l'urbanisme et qui restent dédiées à l'agriculture, eh ben, ça permet de renforcer notre souveraineté alimentaire. Voilà, et donc on peut avoir la même démarche par rapport à toutes les autres politiques publiques qu'on a identifiées selon le même raisonnement. À terme, notre memento, ce sera environ 12 à 15 fiches construites sur le même gabarit qui représenteront finalement l'essentiel des politiques portées par la DDT. Ce ne sera pas exhaustif, mais on ira vraiment à l'essentiel. Et l'objectif, c'est cet outil permettra d'alléger la charge mentale des équipes, de gagner en sérénité, par voie de conséquence, et d'optimiser le temps de travail. Ce memento, pour nous, ce sera un outil indispensable en fait pour les directeurs de la structure, les chefs de service, les agents de la DDT, mais également le memento pourra être utilisé par les membres du corps préfectoral et par les directions de l'administration territoriale de l'État qui finalement sont en interaction avec la DDT assez régulièrement. Mais au-delà de ces cibles prioritaires, qui sont vraiment celles qu'on cherche à atteindre, ce memento sera une opportunité plus globale pour la DDT. Notamment, il sera un outil qui va nourrir la transversalité. En fait, il permettra de mettre en cohérence les politiques publiques entre elles, puisque chaque agent pourra voir très rapidement quels sont les enjeux des politiques portées par les collègues et voir s'il y a une incidence sur ses propres missions. Pour nous, ce sera également un outil probablement intéressant pour les agents qui se prépareront un oral ou un écrit de concours. Et enfin, indéniablement, cet outil, il trouvera sa place dans la mallette du nouvel arrivant pour faciliter la prise de poste d'un agent. Alors, loin d'être un outil que l'on souhaite vraiment essentiellement pour la DDT, ce memento, il est duplicable. Alors, bien entendu, il est duplicable d'une DDT à une autre, parce que finalement, pour une autre DDT, il suffira juste de prendre un peu de temps pour mettre à jour, en fait, le contexte local. Mais tout le reste peut être réutilisé tel quel. Mais au-delà de ça, en fait, nous sommes convaincus que cet outil peut aussi être dupliqué par n'importe quelle structure administrative. Une DSPP, une préfecture, une direction régionale, avec un petit peu plus de travail, parce qu'il faudra revoir peut-être le contexte général de certaines politiques. Mais en fait, on appellera une méthode et en fait un canevas prêt à l'emploi. Cet outil, il est construit par le service des missions transversales de la DDT, qui est un service par nature au service des services. Donc, on aide les agents à mener leur travail au quotidien. Et donc, pour nous, ce memento, il aura vraiment toute sa place dans la boîte à outils que l'on construit régulièrement pour faciliter le quotidien des agents. Pour passer du prototype que vous a montré Laurent à la version définitive, donc on imagine plutôt début 2026, on a identifié 3 besoins au sein de l'équipe publique, du temps déjà pour le coup, parce qu'en fait ça demande un petit peu de temps, donc d'ici début de l'année 2026, on estime à peu près à une quarantaine de jours. Le deuxième besoin, c'est la contribution des services, puisqu'en fait ce sont bien les services qui sont détenteurs de la connaissance fine de la politique publique, donc on ne peut pas faire sans eux. Et puis enfin, on aurait besoin d'environ 300 € pour imprimer une version papier. Parce que ça nous a été dit dans la phase d'enquête que le tout numérique pouvait ne pas toujours être la solution. Et donc, ça me tient vraiment à cœur d'avoir une version papier et une version numérique. En résumé, notre memento des politiques publiques, pour nous, c'est un condensé des ressources existantes. C'est un levier pour alléger la charge mentale des utilisateurs et également un outil intégrateur des politiques publiques de la DDT. Et nous sommes quasiment persuadés qu'il deviendra un indispensable dans le quotidien des agents. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Maud, Laurent et Jérôme. Et on va passer maintenant avec les membres du jury à un petit temps de questions. Si vous avez des questions, des demandes de précision, c'est le moment. Oui, moi j'en ai une pour avoir travaillé assez longtemps en DDE et DTT. J'ai vu pas mal d'initiatives de ce genre. J'ai 2 questions. En quoi, par rapport à ce qui a pu être fait, et peut-être en Mayenne, je sais que la Mayenne a toujours été très en pointe sur ce type d'outil, ce matériau diffère de ce qui a pu être tenté avant.
Et comment vous envisagez de le faire vivre dans le temps? Souvent, c'est le principal défi, c'est la mise à jour. Enfin voilà, qui le porte, qui le pilote, comment il vit. Encore plus si on lui donne une dimension un peu régionale, parce que là, il faut coordonner les acteurs. Deux principales questions. Merci pour cette première question. Je vais juste me permettre, avant de répondre, de faire quelques remerciements. Donc, je voulais remercier Madame la Préfète et Michel, notre directeur, pour nous avoir laissé oser en fait, engager ce projet-là. Merci à Laurent et Jérôme qui ont accepté de venir avec moi dans cette expérience. Et puis, un grand merci particulier aux collègues du Lab et des coachs, parce que ça a été une expérience fabuleuse. Ils nous ont poussé dans nos retranchements, mais toujours avec bienveillance. Donc, un grand merci à vous. Alors, sur cette première question, alors en DDT, on essaie d'avoir plusieurs outils pour les agents. Et en fait, cette idée de Memento, elle est partie d'un atlas cartographique qu'on a depuis 2010. Donc, c'est un document A4 avec quasiment 150 cartes. On arrive presque à 150 cartes maintenant. Et la direction nous avait dit un jour, alors cet atlas, il est indispensable. Les collègues de la TEZON, le SDIS, en possède un exemplaire. Ils disaient, mais par contre, bon, il est exhaustif. Et puis, on est vraiment sur la donnée très factuelle. Et donc, la première idée, c'est de dire qu'il faudrait qu'on fasse un mini-atlas. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que le besoin, ce n'était pas vraiment un mini-atlas, mais c'était quelque chose qui allait plus loin. C'était vraiment un condensé des grands enjeux qu'on traitait en DDT. Et c'est comme ça que ça a été un peu construit. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'équivalent en DDT, et on a fait un peu de barangonnage et on n'a pas trouvé l'équivalent. On est beaucoup sur des outils très factuels, type atlas, mais beaucoup moins sur des choses qui triturent un peu, dans le bon sens du terme, la politique publique, en fait, pour vraiment en sortir des arguments clés qui permettent de mieux la porter. C'est-à-dire passer d'outils très factuels à des choses avec un peu plus de coffre, en fait, pour pouvoir aider à trouver les arguments bons pour pouvoir porter la politique publique. C'est souvent des outils monothématiques, je dirais, alors que là, notre atlas, il se veut multithématique, multiministère. Et sur les mises à jour, alors ça a été une question qu'on s'est posée plusieurs fois. Alors, nous sommes presque convaincus que les mises à jour ne seront pas si compliquées que ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les politiques, elles ne changent pas tant que ça. Ce qui change sont beaucoup les leviers pour atteindre les objectifs, mais fondamentalement, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure, la sobriété foncière, ça reste encore un objectif en soi et qui va perdurer probablement plusieurs années. Et donc, en fait, on reste sur des choses assez stables. Ce qui reste à mettre à jour sont les indicateurs. Et on commence à se rendre compte sur les premières fiches que l'on traite que les indicateurs que l'on choisit, en fait, ils expliquent un peu la politique publique, mais s'ils ne sont pas mis à jour tous les ans, fondamentalement, on est sur du ratio, en fait. On n'est pas sur des grandes masses. Et donc, ça devrait être relativement simple. Mais par contre, on a bien conscience que ça, tous les ans, il faut qu'on rebalaye l'outil, on le repartage avec les services. Et probablement que d'une année sur l'autre, on aura aussi de nouvelles politiques qui vont arriver parce que ça va donner des idées aussi aux services. Et en termes de mise à jour, Maud parlait de notre atlas qui fait pratiquement 150 cartes. C'est vrai que c'est un travail énorme pour reprendre toutes les cartes actualisées, toutes les données. Dans le cas du Memento, il y aura entre 12 et 20 politiques publiques. Il y aura quand même moins de mises à jour. Par contre, les mises à jour, a priori, pour les données contextuelles, c'est plutôt les services qui nous aideront à le faire. Parce que c'est eux qui ont la connaissance. Oui, une question complémentaire. Est-ce que vous imaginez que ce Memento pourrait avoir une vocation externe à terme? Parce qu'on voit bien l'intérêt pour les agents. Mais c'est vrai que la complexité que vous mettiez au début, elle est aussi ressentie par d'autres acteurs, je pense aux maires ou aux EPCI. Donc ça pourrait potentiellement les intéresser aussi. Et puis même plus largement, au niveau du grand public, on a par exemple dans la région Ouest-France, qui est assez preneur de grandes thématiques, parfois un peu complexes. Typiquement, ils ont fait des articles sur le zéro artificialisation net. Et c'est vrai que de disposer de cet outil, y compris dans toute la région, ça pourrait aussi intéresser les médias et donc expliquer un peu mieux ce qu'on fait au grand public aussi. Alors, c'est également une question qu'on s'est posée quand on a construit notre projet. Globalement, c'est d'abord un outil interne-État, parce qu'on peut avoir quelques données qui pourraient soulever des réactions politiques. Alors, je m'explique, par exemple, sur la fiche foncière, on a, dans toutes les fiches, on aura un petit paragraphe, les freins. En fait, pour que la personne qui Memento comprenne bien ce qui se passe sur le territoire et pourquoi certaines politiques ont du mal à avancer. Et ça pourrait être mal compris parce qu'on est vraiment sur du condensé. Donc, la forme, quand on communique à l'extérieur, est quand même importante. Donc, ça pourrait être vraiment mal compris. Et du coup, on est sur vraiment des cibles différentes. Dès qu'on sort, en fait, de la sphère État, on est quand même sur d'autres cibles et c'est une autre approche en fait, de communication.
Alors pour autant, il y a quand même un matériau de base, c'est-à-dire que si on a besoin de faire un tweet ou un communiqué de presse sur la sobriété foncière, finalement, le service communication aura aussi une base et ça peut faciliter la communication extérieure. Mais c'est le bémol, en fait, de dire attention, quand on sort de l'interne, quand même, il faut être vigilant parce qu'on est sur du condensé, donc c'est très... voilà, ça manque un peu d'explication quand même pour un grand public. On a une intervention de la préfecture. La Mayenne qui lève la main. Si vous vouliez compléter. Oui, vous nous entendez? Très bien. Très bien. Ben, écoutez, je remercie l'équipe pour la présentation. Donc, Marie-Aimée Gaspari, je voulais juste insister peut-être sur un point, mais dont vient de parler un peu Maude, qui est que c'est un outil qui va dépasser le cercle de la DDT, en fait. Et je pense que c'est un peu comme ça que vous l'avez conçu. C'est une question observation. C'est-à-dire que vraiment, on est bien dans votre esprit face à un outil qui va servir toute la TE et qui a pour objectif de renforcer la transversalité, justement, par la connaissance que l'on va apporter aux autres services de la manière dont vous traitez les politiques publiques. Oui, effectivement, c'est vraiment un de nos objectifs, c'est que ça puisse être utilisé par les membres du corps préfectoral, par les directions de la préfecture, parce que finalement, on est en interaction très régulièrement par les collègues de la DSPP, et ça permet de donner à voir des enjeux que les collègues de la DSP portent vis-à-vis des collègues de la TE. Donc, l'ouverture, elle se fait, ça reste en sphère État, mais l'ouverture, elle se fait vraiment entre structures de l'État. Je vous remercie pour cette présentation. Je trouve que c'est un outil pratico-pratique très intéressant. Vous parliez tout à l'heure du numérique. Est-ce que vous avez envisagé de faire des couplages avec le numérique en proposant par exemple un détail supplémentaire sur les lois ZAN qui pointerait sur un outil numérique qui détaillerait davantage les différentes activités ou actions que vous proposez? Ouais, c'est quelque chose qu'on imaginait, c'est pour aller plus loin. Après Memento, avoir des données, en fait, des textes, en fait, c'est d'aller sur une plateforme numérique. Ça, on l'a réfléchi, c'est vraiment du prototype de prototype actuellement. On s'est servi de la base de Resana parce que c'est fermé déjà, Resana, et puis c'est facilement accessible. Donc l'idée est quand même là. L'idée, c'est qu'effectivement, dans la phase d'enquête, quand on va interroger les services, souvent on leur demande s'il n'existe pas déjà une plaquette qui résume la politique qu'ils portent. Sur le ZAN, on a déjà un petit paquet, bon, elle commence déjà à faire une dizaine de pages, donc ça commence à y avoir beaucoup de matière, mais en fait, on se dit c'est dommage parce que là, pendant notre phase d'échange avec les services, on va avoir une liste aussi de ressources, et en fait, l'idée, c'est pas de la laisser tomber, et donc faire plutôt une sorte de catalogue, en fait, des ressources principales pour partager aussi au sein de la DDT et de la TE en général, sur des ressources un peu clés. Ouais, c'était un petit peu, lors des interviews, quelque chose qu'on nous a demandé. En fait, on discutait de comment vous allez chercher vos données. Ben, je vais sur Google, je vais sur ici, cela. En fait, il y a beaucoup de temps de passer. En fait, ce que les personnes recherchaient, c'est un endroit où tout soit regroupé. Et en fait, il y a le Memento, mais la suite pourra justement servir à ça. Madame la préfète, oui, votre intervention. On vous écoute. Laisse le micro. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, je voulais dire un mot à l'endroit de l'équipe de l'ADT qui a présenté ce matin ce projet, saluer le travail effectué et saluer aussi l'accompagnement d'Étaline pour ce travail. Donc, merci. Moi, je suis très heureux d'en voir le résultat. Bravo à vous tous. Ça a été exposé et très clairement donc sur les enjeux au fait de ce support, de ce Memento. Donc compte tenu des nombreuses politiques publiques que l'on embrasse au sein de notre DDT, mais également, comme l'a souligné Mme la préfète, au sein du périmètre ATE, ce Memento a pour objet au fait d'aider au fait le portage de ces politiques publiques auprès de nos usagers très divers au fait, très divers. Et la difficulté, c'est parfois d'appréhender au fait le lien entre un ensemble de politiques publiques et de créer du sens en fait
quand on va à la rencontre de nos usagers. Et c'est bien le sens qui est le plus important et essentiel auprès de ces usagers. Et en effet, moi, je pense que de la manière dont ça a été exposé, la manière dont ça a été conçu, pensé, ça devrait pouvoir nous aider, de l'agent jusqu'à l'autorité préfectorale, pour porter avec fluidité ces politiques publiques nombreuses et qui s'enchevêtrent les unes les autres. Donc, merci beaucoup, parce que ça devrait faciliter largement notre travail dans l'avenir. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez parlé des cibles outils essentiellement intra-État. Dans les différentes parties prenantes, vous avez ciblé, d'ailleurs dans l'exemple que vous donniez, les collectivités territoriales. Si on ne va pas jusqu'aux usagers, il me semble que sur des politiques coproduites, il pourrait quand même y avoir intérêt à justement avoir un outil un peu de vulgarisation de ces politiques au niveau des collectivités, pour encore une fois donner du sens globalement aussi aux équipes qui sont au contact de la population. Puis la deuxième petite question, c'est est-ce que sur la base de ce que vous avez déjà travaillé, vous avez fait apparaître des injonctions contradictoires entre quelques politiques publiques qui peuvent évidemment poser quelques difficultés aussi? Alors sur les cibles, comme on disait tout à l'heure, on aura quand même une base pour aller plus loin, une première base synthétique en fait qui permet de continuer à faire la communication extérieure. Sur les politiques contradictoires, alors là ça n'engage que moi. Je suis pas sûre qu'elles soient contradictoires. En fait, c'est plutôt l'équilibre qui fait que du coup, on voit des contradictions. Et donc, on espère qu'au travers de cet outil-là, ça permettra de lever, enfin, de donner des possibles à voir pour trouver ce fameux bon équilibre. Alors, sur les contradictions, voilà, ça n'engage vraiment que moi, mais on voit bien que quand on parle sobriété foncière, finalement, on a quelques freins, notamment les collectivités s'inquiètent, elles ont peur que ça rend un territoire moins dynamique, de faire plutôt des constructions en hauteur, de densifier. Mais au final, c'est un intérêt collectif quand même de préserver le foncier agricole pour notre souveraineté alimentaire. Donc ça, je pense que tout le monde le comprend. Donc finalement, elles ne sont pas en injonction contradictoire, mais c'est plutôt dans la manière dont on le fait et avec des étapes intermédiaires. Donc, alors, je suis d'accord sur le fait que les enjeux ne sont sans doute jamais contradictoires les uns par rapport aux autres. C'est peut-être plutôt les leviers utilisés qui peuvent avoir des effets de bord sur d'autres politiques publiques finalement. Alors c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire apparaître un paragraphe acteur, parce que quand on liste les acteurs, en fait, ils sont listés de manière à voir les intérêts de chacun à agir, et du coup, de commencer à identifier les difficultés de portage, de dire bah oui, mais pour tel acteur c'est plutôt ça son intérêt, pour tel acteur c'est plutôt ça, et donc on voit bien qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi un petit paragraphe frein, parce que ça illustre bien la difficulté de trouver cet équilibre sur le territoire. Donc l'idée c'est pour les utilisateurs de se dire je me prépare à voir que là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Merci pour ce très bel outil, parce que apparemment ça peut être donné le sentiment que c'est simplement un guide de plus parmi d'autres, mais on comprend bien qu'avec l'état d'esprit, la démarche, l'ambition que vous donnez, c'est quelque chose avec beaucoup plus d'impact, et effectivement ça permet de faire de la pédagogie, mais au-delà de ça, je pense à un outil d'alignement, c'est-à-dire qu'on ne dira pas des choses différentes sur un même sujet suivant les acteurs au sein de l'État, et donc c'est un outil de sens et de vision, donc je trouve ça très très intéressant. Moi j'avais peut-être une question complémentaire sur justement pour peut-être enrichir cette partie-là, c'est est-ce qu'il serait envisageable ou envisagé d'ajouter qui est responsable de cette politique, ou du moins qui ait au moins un point de contact si on veut aller plus loin pour savoir qui finalement porte la responsabilité au sein de l'État. Alors ça peut être une structure, une personne ou plusieurs, mais pour qu'on se rende compte qu'il y a un pilote quand même derrière. Je pense que ça peut être un point d'enrichissement important si on veut aller plus loin, qui est responsable et qui on peut contacter pour le rendre plus opérationnel en fait, et donner la capacité à interagir dessus. Et donc ça c'est peut-être une première remarque. Et une question complémentaire. Est-ce que, parce qu'en fait c'est un travail de révélateur aussi, par rapport à des ambitions et comment on est organisé, structuré, est-ce qu'on a des moyens et des leviers. Et est-ce qu'il vous est apparu dans la rédaction de cette quinzaine de fiches que parfois on n'avait peut-être pas de levier, ou qu'on n'avait pas de moyens, ou qu'on n'avait pas d'exemples pour enrichir toutes les catégories, et donc ça montre que peut-être justement il faut qu'on essaie de compléter les cases en se mobilisant. Et donc ça peut être aussi un outil de révélation, mais aussi de se dire comment on peut faire mieux.
Alors sur cette question, en fait, on est à la 3e fiche, donc on ne les a pas encore toutes, mais c'est vrai que dans la rédaction de ces 3 fiches-là, nous on n'est pas automatiquement dedans tous les jours, donc on s'est rendu compte de certaines choses. Dans l'échange avec les services, ça va peut-être permettre aux services de se rendre compte de certaines choses, donc après à eux de voir avec la direction. Mais il y aura toute la chaîne hiérarchique, je pense que dans les utilisateurs, entre les agents, les chefs de service, la direction, le membre du corps du préfectoral, chacun se rendra compte des leviers qui manquent éventuellement. Et donc oui, parce que là, on va vraiment au fond de la politique et on essaie de bien la serrer. On peut se rendre compte et probablement sur certaines politiques, il y en aura. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on se pose sur... on n'a pas encore notre liste définitive des politiques qu'on mettra dedans, parce qu'on se pose des questions, par exemple, sur la politique de l'eau. Est-ce qu'on fait une fiche sur la politique de l'eau ou est-ce qu'on fait une fiche gestion quantitative et une fiche gestion qualitative? Parce qu'on peut avoir les mêmes acteurs, mais pas toujours les mêmes leviers. Donc voilà, on en est... Donc oui, probablement qu'on se rendra compte qu'il y a potentiellement des trous dans la raquette. Et pour le rendre opérationnel, c'est une question qu'il faudra qu'on se pose. Alors c'est vrai que c'est un peu égoïste, mais comme il est publié par la DDT, il faut appeler la DDT. Et qu'on a un organigramme qui est super clair. Donc, mais non, plus sérieusement, il faut qu'on regarde effectivement, peut-être qu'il faut qu'on ajoute un... Et une chose qu'on n'a pas précisée, c'est qu'il faut qu'une politique publique tienne sur 2 feuilles format A5. Donc on ne peut pas rajouter des infos ou des numéros de téléphone, etc. À l'infini. C'était vraiment une très grosse contrainte. Et pour faire ces fiches-là, il a fallu choisir les mots, où on met les virgules, est-ce qu'on met telle expression ou telle expression qui fait gagner 3 lettres. C'est vraiment un exercice d'équilibre. Non, mais je dis ça parce que moi j'ai l'expérience de jeu des pas de cailloux de pilote qu'on avait lancé et au départ on n'avait pas mis les responsables en fait. Et donc on avait l'information brute comme ça en fait. Et simplement, on reçoit l'information, mais si on veut interagir, poser une question à un responsable national, régional, on n'avait pas l'information. Donc on l'a rajouté après. Et ça en fait, au-delà d'avoir une information qui rendait compte d'un état des lieux, de pouvoir mettre des références d'une personne ou d'une boîte générique, ça en fait un outil de communication, on peut dialoguer à partir de ça. Donc ça le rend plus interactif. Oui, je suis d'accord avec Maud. Je dirais que le point d'entrée, c'est la DDT, puisque c'est le memento des politiques publiques portées par la DDT. Et là, à la DDT, on a des annuaires à n'en plus finir. Ça fait les coordonnées de tout le monde, les missions. Justement. Je pense qu'on pourra trouver une méthode en train de memento pour trouver un peu des grands repères pour se retrouver sur... Alors moi, c'était pas une question, je voulais juste vous remercier pour ce projet parce que j'ai été secrétaire générale sur mon poste précédent et franchement j'aurais rêvé d'avoir un outil comme celui-là. Déjà je l'ai un peu feuilleté, c'est vrai que quand on débute sur un poste de sous-commissaire d'arrondissement ou secrétaire général, notamment sur les politiques de la DDT ou de l'ETM, ils ont traité tellement qui sont d'une complexité assez importante. C'est vrai que ça aurait facilité la prise de poste. Je sais que j'ai souvent demandé à la DDT de faire des temps préparatoires avant des réunions difficiles, etc. Ça nous aurait fait gagner du temps. Et puis je vois aussi toute la petite partie plus locale pour nos éléments de langage, où parfois on embête aussi la DDT à saisir, ressaisir pour récupérer des données, des chiffres. C'est un gain de temps, voilà, je l'aurais clairement gardé dans mon sac à main. Merci pour ce retour, parce que quelquefois, quand on est un peu fatigué, est-ce que c'est vraiment utile? Donc merci pour ce retour. Oui, mais ça rejoint, moi j'avais une question, c'est est-ce que vous avez pensé l'évaluation de l'outil? C'est-à-dire, est-ce que vous avez imaginé comment vous allez retourner vers les utilisateurs identifiés pour mesurer quantitativement quelle utilisation dans et puis, dans l'idéal, qualitativement, ce que ça a pu apporter, générer comme impact suite à la diffusion? On n'y a pas encore vraiment réfléchi, mais en fait, on a... Oui, déjà, on a interviewé un panel assez important de nos cibles. La majorité nous ont dit que potentiellement, c'était un outil qui pouvait les intéresser. Donc déjà, on a une certaine conviction, je dirais. Après, effectivement, faudra accepter les retours, éventuellement les critiques et surtout les suggestions pour faire évoluer l'objet, rajouter des politiques publiques qu'on aurait pu oublier. Mais effectivement, il faudra qu'on l'organise ce temps, peut-être aussi collectivement, pour avoir des retours croisés. En fait, d'avoir des choses un peu calées dans l'agenda. Une petite question. On a, dans le domaine du numérique, on a énormément d'initiatives locales
et des outils applicatifs qui existent ici et là sans qu'on en ait forcément des connaissances partagées. Est-ce que vous avez fait cette démarche de benchmarking, entre guillemets, entre régions pour savoir s'il n'existait pas ailleurs, dans d'autres départements, sur le territoire, ce type de memento ou quelque chose d'approchant? Parce qu'on trouve des mementos, mais en fait qui se trouvent être des atlas. En fait, c'est des mementos cartographiques, quoi. Donc, ils ne sont pas centrés sur le contenu des politiques publiques. C'est une remarque qu'on nous a fait la semaine dernière dans la Sarthe. On a déjà cet outil-là, mais en fait, c'était un peu l'outil, on a l'équivalent, mais version cartographique. C'est un atlas format réduit, quoi. On a fouillé quand même un petit peu, voir ce qui se passait ailleurs. Merci beaucoup pour vos questions. Moi, j'en aurais peut-être juste une toute petite dernière, mais vraiment rapidement. Voilà, vous avez vécu 7 mois d'incubation. Voilà, on sait, nous aussi, de notre côté, ce que ça peut représenter. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur comment vous avez vécu ces 7 mois? Est-ce que ça vous a appris ou pas, bousculé ou pas? Ouais. En fait, ça permet d'avoir un moment où on se pose pour travailler sur un seul sujet et puis se réunir. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, enfin dans le travail de tous les jours, on n'a pas la concentration nécessaire pour travailler sur le sujet. Là, on est pris ici, on ne bouge pas, et on est obligé de... Et moi, je voudrais rassurer Michel, franchement, ce n'était pas des vacances. On a tué 100 et haut. Ça va, il rigole. Cet accompagnement il est intéressant parce qu'on a à la fois de la méthode et on sait qu'on pourra la réutiliser. On a déjà eu des contacts avec le service territorial qui se pose la question sur des fiches communes et on s'est dit attention, interrogez bien vos cibles. Et donc, on était presque des pros en fait, de la méthode, mais en fait c'est intéressant. Plus sérieusement, on se réinterroge sur notre méthode de travail. Et en termes de management, ça n'a pas de prix. En fait, c'est vraiment un moment qui nourrit notre pratique managériale aussi et d'organisation de projets. Pour éviter de perdre du temps, en fait, parce que l'idée, c'est ça, et puis de ne pas s'embarquer sur des choses qui, finalement, répondent pas aux besoins. Donc, c'était très utile. Super, merci beaucoup. Madame la préfète. Réponse. Merci, j'ai juste un petit regret. Donc, très vite, est-ce que vous n'avez pas pensé à un autre nom pour votre outil? Alors, si, il y a d'autres idées. Je pense qu'on peut faire mieux. Ok, bon, c'est noté, Madame la préfète. C'est la prochaine étape. On va faire cogiter tous les collègues de la DDT pour y réfléchir. Mais bravo en tout cas pour ce memento. Merci beaucoup à tous les trois. Non, il n'y a pas de note. Il n'y a pas de notation, tout le monde a gagné. Merci beaucoup. Et du coup, je vais appeler Rémi Tessèdre, designer au lab, pour vous présenter le prochain. Madame la préfète, vous restez encore un petit peu avec nous. Un tout petit peu, mais je vais être obligée de vous quitter d'ici quelques minutes, d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Ok, écoutez, on vous dit au revoir, peut-être que ce sera pendant le pitch, mais merci beaucoup en tout cas de votre présence ce matin avec nous. Non, et puis merci à vous, en tout cas de l'accompagnement des équipes, et puis encore bravo à l'équipe de la DDT, puis à toutes les équipes, parce que les autres projets méritent aussi tout notre intérêt. Donc merci et bravo à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis là pour lancer Hélène. Je suis là pour introduire le projet d'Hélène, qui est agent de la DREAL, donc sur un nouveau sujet qu'on n'avait pas encore eu la chance de traiter dans le cadre de l'incubateur. Et donc, elle a été coachée également par Joy Thorne, qui travaille à Epigo et qui nous a aidés dans ce projet. À toi, Hélène. Bonjour à bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous partager 2 témoignages que j'ai recueillis dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Ce sont 2 témoignages de 2 professionnels qui ont à cœur de bien faire leur métier, mais qui s'en sentent très souvent empêchés. Et j'espère qu'à travers ces morceaux de vie choisis, je vais vous faire partager mon constat. Je vais commencer par Céline. Elle est instructrice des dérogations espèces protégées en DDT.
Céline, elle voit des dizaines de dossiers par an de porteurs de projets qui, dans le cadre de leurs activités, vont détruire des espèces protégées ou leurs habitats. Elle a à cœur de protéger la loutre d'Europe, la noctule commune ou encore le cuivre émovin, et elle a acquis un niveau d'expertise qui est reconnu par ses pairs. Et Céline applique au quotidien la logique centrale de la politique publique pour les espèces protégées, éviter les impacts et, si ce n'est vraiment pas possible, les réduire et les compenser. Et Céline pense très souvent que éviter les impacts serait finalement la seule solution possible pour protéger la loutre d'Europe ou la noctule commune. Et c'est pourquoi Céline est un peu fatiguée et angoissée, envahie par la sensation d'autoriser l'inacceptable. Et j'enchaîne avec Laurent. Laurent, lui, il est technicien de rivière sur le bassin versant de l'Erdre. Laurent adore son métier et encore plus son territoire d'action. Laurent, à travers les travaux qu'il projette sur les cours d'eau, doit protéger les populations des inondations et rétablir les continuités de l'eau. Concrètement, Laurent va reméandrer des cours d'eau, remettre des boucles pour atténuer la dynamique de crue, par exemple. Et Laurent, lui aussi, est un peu fatigué parce qu'il a perdu parfois le sens de son métier quand il est bloqué au bureau à faire des démarches administratives. Alors pourquoi ces deux témoignages sont essentiels? Eh bien parce que ce ne sont pas seulement les témoignages de Laurent et Céline, ce sont aussi les témoignages d'autres personnes que j'ai rencontrées. De Pierre et Julie, qui sont conseillers à la Chambre d'agriculture, ou encore de Mélanie et Eric, qui sont gestionnaires d'espaces naturels, ou encore de Sylvain et son père, tous deux exploitants agricoles. Toutes ces personnes voient les écosystèmes d'un point de vue différent. Et c'est ces points de vue différents qui, pour chacun d'entre eux, donnent du sens à leur vie. Et malheureusement, leur envie de bien faire à tous ne permet pas actuellement à la biodiversité d'être préservée. Et dans ce contexte, et pour éviter les effets délétères de ces différences de point de vue, qui peuvent être l'allongement des délais d'instruction, les recours en justice, les retards des projets ou même l'annulation de certains projets structurels, et aussi la souffrance au travail pour tous ces professionnels, j'envisage une solution, celle de dessiner les actes administratifs d'autorisation sur les écosystèmes, en y ajoutant l'ambiance sonore dans laquelle on entend les activités humaines, et en ajoutant également des témoignages des différents acteurs. En somme, je propose un site internet immersif qui dessine la loi, un médiateur de la biodiversité. Pour que ce soit plus concret, je vous propose de vous immerger avec moi dans ce médiateur. Alors, je vais changer de casquette, je vais devenir Céline. Donc, je suis Céline, instructrice dérogation espèces protégées. Je reçois Laurent dans mon bureau, mais je peux également le recevoir à distance puisque l'outil est numérique. Tous deux, nous observons l'ensemble des écosystèmes qui accueillent des espèces protégées bénéficiant d'un plan national d'action en leur faveur. Nous cliquons sur rivières et annexes humides puisque Laurent fait des travaux sur les zones humides. Nous avons donc un zoom qui là représente vraiment les écosystèmes des différentes espèces PNA. Nous allons sur cours d'eau et zones humides, puisque c'est là que les travaux de Laurent vont se passer. Nous décidons d'aller sur la nuit. Nous ne voyons plus d'activité humaine, les humains dorment, mais la biodiversité se réveille. Laurent peut observer la loutre et les loutrons et comprend que s'il faisait des travaux à cette période, il impacterait la période de reproduction de la loutre. Nous pouvons aller en hiver et nous voyons donc des travaux sur cours d'eau. Nous comprenons ensemble qu'il y a donc une autorisation administrative qui a été dessinée sur l'outil. Nous pouvons accéder à l'arrêté préfectoral et aux prescriptions de ces travaux, ce qui nous permet d'avoir un modèle. Laurent et moi, nous pourrons y retourner en autonomie. Laurent, par exemple, pour y aller avec son bureau d'études ou ses élus et leur expliquer la démarche. Et moi, pour aller chercher des modèles d'arrêtés et ou pour expliquer à mes responsables également mon travail. Et cet outil, pourquoi je l'appelle le médiateur? Eh bien parce qu'il est à la jonction des besoins des différents utilisateurs. Il offre aux rédacteurs de droit des modèles et un support de médiation et de sensibilisation des porteurs de projets aux enjeux de la biodiversité. Et il offre aux porteurs de projets une visualisation de leur activité intégrée au milieu et qui respecte les enjeux de biodiversité.
Et il crée du lien pour atteindre 3 objectifs centraux qui vont de l'immédiat au long terme. Immédiatement, il rend compréhensibles et accessibles les enjeux et la réglementation de biodiversité pour en améliorer la rédaction, mais également l'application. À moyen terme, je veux qu'il pacifie les échanges entre les différents protagonistes et je l'espère, sur le long terme, qu'il amène à changer les comportements. Mais revenons dans le présent. Et je vais essayer de vous expliquer comment réussir enfin à construire cet outil qui, moi, m'a tant manqué quand j'étais technicienne de rivière et aussi instructrice là sur l'eau, et qui me manque encore plus aujourd'hui, où je dois faire de la sensibilisation et de l'influence en faveur des espèces protégées andréales. Imaginons qu'après 1 an d'expérimentation de l'outil en Pays de la Loire, il soit devenu l'outil incontournable du ministère pour les phases de pré-cadrage entre les instructeurs et les porteurs de projets. Eh bien, pour que nous puissions avoir ce genre d'outil incontournable fin 2026, le médiateur a besoin d'un ETP. Un ETP dédié qui sera au niveau ministériel. Parce que dès sa genèse, je souhaite que l'outil soit porté par le ministère. Cet ETP montera une équipe projet qui, cette fois, associera toutes les compétences essentielles. D'abord, évidemment, des compétences techniques avec les instructeurs pour la juriste, et puis avec des porteurs de projet pour la connaissance pratique des travaux, et évidemment des compétences numériques avec un développeur ou une développeuse web et un illustrateur avec sa patte. Et donc, il sera tellement bien utilisé fin 2026 en Pays de la Loire qu'on envisage un déploiement national de la métropole jusqu'à l'outre-mer, puisqu'il y a énormément d'espèces ayant un plan national d'action en leur faveur dans l'outre-mer. Et j'imagine même, puisqu'il sera en démarche d'amélioration continue en fonction des pratiques, des nouvelles technologies, etc., qu'il y ait des ambassadeurs andréales qui permettent sa nouvelle alimentation. Mais pour transformer cette idée en fait, j'ai d'abord besoin que vous me suiviez dans ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Hélène, déjà, pour ta présentation. Pour que ça soit clair, c'est uniquement un outil à destination des agents de l'État ou des collectivités aussi? Alors, en première pensée, oui, c'est un outil d'interface entre les instructeurs d'État, enfin entre les agents de l'État qui vont faire de l'instruction, qui vont sur des projets qui vont avoir un impact sur la biodiversité, et des porteurs de projets. C'est vraiment un outil de médiation. Mais j'ai bon espoir que, comme il représente quand même un présent où il y a une compatibilité des projets et de la biodiversité, qui puisse être utilisé pour des fins d'éducation et même du grand public, en fait. Avec, évidemment, l'étiquette ministère. Pour revenir effectivement à la question, puisque c'est un outil de médiation entre ses clients et ses fournisseurs, qui sont très variables, vous avez identifié à l'initiative, dès le départ, qu'il y a un déficit de médiation. Et le moyen pour y remédier, c'est un site internet. Alors, en fait, il y a d'autres moyens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a d'autres objets qui existent, hein, comme des guichets, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est finalement d'aller sur un objet sensible, de toucher à autre chose, quelque chose qu'on n'a pas essayé, quelque chose qui permet de faire converger la discussion et de représenter quelque chose qui est parfois un peu complexe à comprendre. Parce qu'en fait, la biodiversité, on a l'impression que ça coule de source, mais ça demande quand même un certain bagage culturel. Et je trouve que, par exemple, beaucoup d'agents instructeurs de l'État ont ce bagage culturel et des fois, elles n'arrivent pas à le transmettre, ou en tout cas à faire comprendre. Et c'est d'ailleurs pareil pour les porteurs de projets. C'est extrêmement technique de savoir quels sont les enjeux pour une éolienne, etc. Et j'aimerais qu'autour de cet outil, voilà, qui est un site, hein, mais parce que c'est finalement ce qui est le plus déployable aujourd'hui, et bien à travers ça, ça permet de la discussion et de se rendre compte que non, tout le monde a ses propres moteurs de vie et de les faire s'entendre. Et d'ailleurs, les témoignages que j'aimerais mettre dedans, qui pourraient même être, pourquoi pas, plutôt des renvois vers des podcasts plus longs ou des entretiens, etc.,
permettent en autonomie après. C'est là que, voilà, c'est première entrée en pré-instruction, en pré-cadrage, dans la logique, par exemple, de la loi industrie verte, et après d'y aller seul et de s'imprégner, parce qu'en fait, il ne va pas aller que sur cours d'eau, par exemple, Laurent. Il peut aller voir sur plein d'autres choses. Il va y avoir la zone humide afférente, il peut y avoir les mares. Enfin voilà, il pourra aller voir tous les milieux, un peu comme on ouvrirait un livre. Sauf que là, on ne crée pas un livre, on fait un site. Moi, j'ai 2 questions sur le site à proprement parler. Comment vous pensez nourrir le site? Parce que, si je comprends bien, l'idée, ça serait de couvrir, par exemple, tout un département et d'avoir une vision assez précise des espèces qui existent dans différentes zones. Donc, sur quoi vous allez vous fonder pour récupérer ces données? Et une deuxième question, alors, moi, ce que j'ai pu voir, notamment dans mon poste précédent, c'est autour des enjeux liés au changement climatique, aux enjeux environnementaux. Tout le monde a une très bonne compréhension de l'intérêt de préserver la ressource en eau, quasiment tout le monde, de l'intérêt, par exemple, des zones boisées, etc. Par contre, la biodiversité, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender quand on n'est pas un expert du sujet. Alors, certaines personnes comprennent déjà très bien et il n'y a pas besoin en fait de les sensibiliser. D'autres vont avoir une vision beaucoup plus anthropocentrée et vont avoir besoin de comprendre en quoi telle ou telle biodiversité va avoir un impact ou non aussi sur l'homme. Est-ce que vous avez, vous, dans votre outil, des éléments d'explication aussi? Alors du coup, c'est un peu, on pousse un peu la logique à l'extrême parce que voilà, on reste sur cette idée un peu anthropocentrée, mais d'expliquer par exemple la loutre dans son écosystème, quel est son rôle et est-ce que d'une manière ou d'une autre, cet écosystème et la disparition éventuelle de la loutre aurait un impact aussi sur l'homme. Alors du coup, je vais répondre à la deuxième parce que je me souviens pas de la première. Mais du coup... La première, c'est les données pour nourrir l'outil. Ok. Alors, en fait, oui. Non, je vais le faire comme ça parce que en répondant à la première, je pense qu'on m'a déjà donné des pistes de réflexion auxquelles j'ai déjà pensé. Je vais d'abord, quand j'aurai du temps, parce que là, c'est en plus du reste, et c'est pour ça qu'il faudrait un ETP dédié. Il faut d'abord faire une bibliographie. Une bibliographie, en gros, des actes administratifs d'autorisation qui existent déjà et qui permettent en fait de traiter des activités humaines qui ont été prescrites par l'administration, par des agents de l'État, par des décisions administratives, dans lesquelles il y a des bonnes pratiques, voilà. Et du coup, je vais cadrer avec les espèces, je dis plans nationaux d'action en faveur d'espèces protégées. En fait, il en existe plusieurs, mais toutes les espèces protégées n'ont pas un plan national d'action en leur faveur. Pourquoi je choisis les plans nationaux d'action en leur faveur? C'est parce que c'est un document qui est une feuille de route stratégique pour enrayer le risque de disparition de certaines espèces protégées, comme la loutre d'Europe, et ça a bien marché, d'ailleurs, elle va bien. Et donc, ces plans nationaux ne sont pas coercitifs. C'est vraiment de l'incitatif, de la communication, faire connaître l'espèce pour que les gens partagent l'enjeu de cette loutre. Donc, tout ce que vous dites sur quel serait le rôle écosystémique de la loutre, eh bien, c'est dans le PNA. Et donc, sur la solution, on renvoie également vers les sites institutionnels des plans nationaux d'action en faveur des espèces qui sont représentées. Ce n'est pas une solution exhaustive. Il n'y aura pas toutes les espèces pro, il n'y aura pas tous les actes administratifs qui ont été pris. Ce n'est pas du tout à vocation de créer une banque de données, c'est vraiment plutôt à vocation de représenter des activités compatibles pour en fait changer de paradigme. Passer d'un système émotionnel négatif, de culpabilité, de peur, d'anxiété, à un système émotionnel positif, plutôt constructif, l'espoir, l'empathie et le partage. Voilà, c'est quelque chose de sensible. Voilà, pour travailler dans la biodiversité depuis 1 an, en fait, j'ai utilisé un peu ce projet pour faire mon rapport d'étonnement en quelque sorte. C'est très sensible comme thématique, parce que finalement, c'est pas vraiment visible. Tout se passe la nuit presque, de plus en plus. Et du coup, c'est très intéressant de donner à voir la biodiversité, de rendre visible ce que l'on ne voit pas. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Mais ce ne sera pas exhaustif. C'est vraiment un exemple à un moment donné. Donc quand je dis que le principe, c'est de le faire évoluer aussi, c'est qu'il faudra forcément prévoir des droits d'illustration qui perdureront, et de mettre à jour régulièrement en fonction de certains enjeux qui peuvent évoluer, ou des techniques, par exemple pour certaines éoliennes, des hauteurs de mât différents, on les dessinera différemment. Je prends des exemples comme ça, mais c'est ça l'idée, quoi.
C'est un très beau, très joli projet et je trouve ça hyper intéressant de voir comment peut-être une frustration professionnelle s'est transformée en un beau projet et en enthousiasme que vous portez très bien dans la description de ce projet, dont l'esthétique aussi, c'est remarquable. Moi, j'avais 2 questions aussi, c'est toujours par paire. C'est, une fois qu'on a l'outil, comment on peut générer l'usage, à quel moment, quel temps parce que souvent, quand on fait un des enjeux, c'est quand on fait des outils, on ne pense pas suffisamment à qui va aller dessus ou comment créer des contraintes ou des obligations ou des chemins qui emmènent vers l'usage, parce qu'on a des tonnes d'outils magnifiques qui ne sont jamais utilisés. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point qui m'intéresse aussi beaucoup sur le passage à l'échelle et la diffusion au niveau peut-être régional et ensuite national. Nous, à l'ITP, on a apporté certains projets avec des labs. On avait des beaux prototypes qui marchaient bien à l'échelle d'un territoire. Et au moment où on voulait passer la main à une direction nationale, administration centrale, elle voit arriver le projet, elle dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Comment osez-vous » Enfin, je fais les sous-titres. « Comment osez-vous avoir travaillé sur le sujet sans en avoir parlé ?» Et alors que, voilà, on vient avec un beau projet en pensant qu'on va le transmettre, qu'ils vont l'accueillir et ensuite le diffuser, en fait, on se prend une porte. Et parce que, voilà. Et donc, je pense que dans la période dans le passage de mise à l'échelle, est-ce que vous avez commencé à parler au-delà de l'ADREAL, à l'OFB ou à la direction d'administration centrale pour au moins les informer de l'existence de ce projet? Parce que le projet peut être magnifique, mais il y a des enjeux un petit peu de logique administrative, de pouvoir qui sont à l'œuvre aussi derrière tout ça. Alors, les 2 questions, c'est des questions centrales sur lesquelles mes coachs m'ont un peu titillé pour que je me pose les questions. Et en fait, c'est pour ça que l'ETP, je pense qu'il ne doit pas être dans un service déconcentré, il doit être centralisé. Et je pense qu'avec un ETP centralisé, mais qui évidemment fait des premières expérimentations à l'échelle régionale, parce qu'en fait, on travaille avec des équipes des DDT, avec des équipes en DREAL sur l'autorité environnementale, avec des équipes des ICPE dans les UT DREAL, etc. En fait, il faut forcément faire une expérimentation au niveau régional. Mais je pense qu'il est essentiel que le chef de projet soit, lui, sous la casquette ministérielle. Et de cette manière, en fait, dès le début, c'est un outil ministériel qui a vocation à être déployé au national, parce qu'il faut savoir que les déclinaisons des plans nationaux d'action pour espèces protégées en région, ils découlent d'un plan national à l'échelle de la France. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu, je pense, j'ai envie de dire la chose sur laquelle il ne faut pas lâcher dès le début. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt qu'on ait un nouvel ETP en DREAL sur ça, parce que sinon, si on ne le décline pas, en fait, cet outil, il ne rentrera pas justement dans la première question, un outil d'usage, en fait, de justement ce pré-cadrage qui est nécessaire pour éviter qu'on se retrouve avec des dossiers non pensés qui vont en avis, CNPN, enfin des conseils scientifiques, etc., au national, qui finalement ne sont pas solides. Et je me dis, en fait, il faut que par l'usage, alors je ne sais pas si on demandera aux agents des DDT ou des DREAL ou des UD de l'utiliser de force, c'est pas ça l'idée, mais c'est que par usage, les porteurs de projets comprennent que quand ils sont passés par une préinstruction sur cet outil en biodiversité, leur projet est beaucoup plus facilement instruisable. Ouais, si ça existe. Voilà. En tout cas, vous avez matière, j'ai l'impression, pour créer une petite start-up d'État là, en mode DINU, mais je pense qu'il existe des dispositifs en tout cas pour accompagner dans ce sens-là. Peut-être avec Ecolab aussi. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions en distanciel? Non. Alors, même question que tes camarades. Hélène, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu un peu ces 7 mois d'incubation? Eh bien, du coup, je l'ai vécu vraiment comme une immersion dans ma thématique. Parce que du coup, je n'étais pas en biodiv avant. J'ai fait un petit passage en webmestre avant. J'ai fait après je disais, technicien de rivière, etc. Et donc, du coup, ce qui fait que j'arrive dans la biodiversité, c'est ma formation initiale qui est plutôt biodiversité et eau. Et vraiment, j'ai été très surprise par les tensions, etc. Et moi, je trouve qu'en étant accompagnée, ça m'a vraiment permis, mais directement, dès la première année, de ne pas rester sur cette impression négative. J'ai pu détricoter avec Rémi et Joy, du coup, tout ce qui pouvait justifier ce problème de polarisation et de tension dans la biodiversité.
Et vraiment, finalement, je garderai ce travail, c'est sûr, pour tout le reste de ma mission en biodiff. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Du coup, je reste sur scène puisque pour vous présenter le troisième projet qui va être présenté ce matin. Projet que j'ai eu l'honneur d'accompagner avec Aurélie de 100 watts qui est dans la salle aussi au cours de ces 7 mois d'incubation. Du coup, je vais demander à messieurs Nathan Bernard et Sébastien Aubert du CIRA 7 PC de bien vouloir. Comme vous le constatez, on joue à domicile. Merci Julie pour cette présentation. On va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec le projet qu'on a porté avec Sébastien sur ces 6 journées qui s'appelle « Mon assistant à la gestion immédiate de crise ». Alors, je vais vous demander de vous mettre dans une situation. On se situe à Nantes, il est 2 h du matin, quartier Bouffet. Une explosion retentit en sortie de boîte de nuit. Ouais. En heure ouvrée, c'est le CIRA 7 PC, service de défense et de protection civile, qui est formé pour anticiper et gérer les conséquences de la crise, qui met en œuvre tous les dispositifs Orsec pour prendre en charge la situation. En heure non ouvrée, donc soir et week-end, c'est un pool d'astreintes d'agents composés du service, composés d'agents du service, ou alors d'autres services qui sont en charge normalement de l'ordre public, de police administrative ou encore de protocole, mais qui ont été préalablement formés par les collègues experts du service. Justement, au moment du drame, c'est Paul, un agent quotidiennement chargé du protocole, qui reçoit l'alerte. Donc Paul, forcément stressé et par la violence de la situation, étant potentiellement perdre un peu ses moyens, donc perdre en réactivité, et par conséquent, la réponse opérationnelle ne va pas être la plus pertinente tout de suite. Pour ça, il dispose de différents outils. Donc, il a bien entendu son annuaire, son classeur d'astreinte, très bien fait mais assez volumineux. Également, différents plans Orsec, dont un plan Orsec nombreuses victimes qui pourra certainement lui servir, et également parfois un joli cahier d'astreinte qui reprenne les différentes actions qui ont pu être faites lors des astreintes précédentes. Donc on a grâce à l'appui de l'Étaline, travaillé dans un premier temps sur une vague d'investigation, d'immersion auprès de nos collègues, et on a tiré quelques verbatims des gestionnaires de crise que je considère les agents du service CIRA 7 PC, puis les agents qui sont eux-mêmes d'astreinte. On a retenu ces 3 phrases. On ne maîtrise pas tout et il faut l'accepter. Les autorités ne sont pas toujours au fait de l'intégralité des procédures et c'est tout à fait normal au regard des différentes couches de planification. Et un besoin qui est remonté, à savoir des fiches synthétiques plutôt que des plans très volumineux. On a aussi tiré 3 enseignements, parce qu'on a rencontré tout type de public. C'est une asymétrie de compréhension d'une même situation, en fait, en fonction de la personne qui traite une alerte. Le sentiment de solitude face à la crise, donc qui va amenuiser la réponse opérationnelle. Et enfin, un besoin d'accompagnement dès le début, qui est aussi un corollaire du coup de cette solitude. Donc on a travaillé à répondre aux besoins suivants. Comment pourrions-nous accompagner et rassurer les gestionnaires de crise dès le début d'un événement, tout en s'assurant de la bonne compréhension de l'enjeu? Donc, après avoir brainstormé avec nos coachs Julie et Aurélie, qu'on remercie, on a finalement baptisé donc notre outil « Mon assistant à la gestion immédiate de crise ». Je vois qu'il y a une petite coquille, on rectifiera ça. Donc, cet outil, on le veut simple, facile d'utilisation, permettant de faire remonter l'ensemble des données terrain et donc comporter également l'annuaire, les différents outils,
mais là, je vais laisser Nathan faire la démonstration. Voilà. Donc, 3 modules, comme l'a dit Sébastien. Une fiche procédure pour réceptionner un appel, parce que souvent, c'est le CTA Codis, donc les pompiers qui nous informent, les policiers ou d'autres acteurs. Donc là, ça permet d'avoir vraiment tous les éléments pour caractériser une crise. On a également, donc, pour fiabiliser l'information, un annuaire effectivement de permanence avec l'intégralité des services de l'État sur la semaine et le week-end. Et puis, le cœur du réacteur du site, ça va être la déclaration d'un événement pour permettre vraiment de comprendre et proposer les bonnes actions. Donc, Simon va jouer le rôle de Paul, l'agent en charge du protocole, merci à toi Simon, qui va déclarer l'événement, donc qui est un risque de la vie courante malheureusement. On a ici quelques critères qui vont permettre de noter en fait la gravité d'une situation. Donc là, en l'occurrence, on va être sur une menace terroriste malheureusement. La cinétique de l'événement est terminée, c'était une seule personne avec une ceinture d'explosifs et maintenant on va devoir gérer les conséquences de la crise. Risque NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif. Donc là, l'agent ne sait pas. Donc il clique, je ne sais pas. Et le bilan victimaire, malheureusement, il y en a un. Une fois que tous ces critères ont été sélectionnés, il va valider. On travaille à ici mettre le temps de chargement sur un dispositif rassurant. Parce que peut-être un panda ou quelque chose. Et là, on va accéder aux résultats. Donc là, on a finalement une synthèse vraiment des premières choses à mettre en place. On voit le niveau de criticité donc, qui est rouge. Clairement, l'agent sait que c'est catastrophique, mais il a en appui les premières actions proposées. Donc déjà proposer l'ouverture d'un centre opérationnel départemental pour gérer cette crise, alerter les services concernés, qui sont juste en dessous, proposer à l'autorité l'activation du plan de nombreuses victimes, si les circonstances le permettent, d'ouvrir un poste de commandement opérationnel au plus proche, et d'ores et déjà d'identifier un centre pour accueillir les impliqués et les familles des blessés. On voit aussi l'intérêt de la solution, c'est le retour des expériences de crise similaires. On a choisi là pour cette situation Notre-Dame de Toute-Z qui est arrivée malheureusement il y a peu, et en fait qui permet d'avoir des points de vigilance sur la crise antérieure. Parce que même nous, experts, on ne va pas forcément se rappeler exactement de ce qui nous a mis en difficulté dans une situation antérieure. Et justement, l'outil est là pour nous dire, voilà, ça, c'est des choses à ne pas oublier, à ne pas rater, pour que la réponse opérationnelle soit la meilleure possible. À terme, on pourrait aussi capitaliser sur les expériences d'autres départements à travers toutes les bases de synergie, donc qui sont des outils métiers, pour prendre l'expérience d'autres préfectures qui ont été confrontées à des crises. On va reprendre notre petit diaporama. Donc voilà, l'idée c'est que Paul, seulement en ouvrant son ordinateur, soit rassuré, sécurisé, donc que ce soit Paul ou l'ensemble des gestionnaires de crise, qu'il puisse évaluer donc la criticité de l'événement et proposer les bonnes actions à nos autorités. Donc capitaliser, comme vous avez pu le voir, sur les expériences antérieures, et puis que l'outil soit ergonomique et le plus facile d'utilisation possible. Bien évidemment, on a travaillé à l'issue de cette phase prototypimation un calendrier à vous proposer. Donc aujourd'hui, on va taper dans la main pour la faisabilité technique et l'intérêt que vous avez pour cette démarche. Merci à vous. Ensuite, on a identifié donc le travail de capitalisation au sein du service pour les expériences antérieures pour nourrir l'engin. Ensuite, travailler avec le SGAMI West pour le développement numérique parce qu'on n'a pas les compétences, nous, en interne, pour transformer ce projet en solution technique viable. Et puis, travailler avec le SDIS pour les critères qu'on a vus dans chaque déclaration d'événement, attribuer une note qui attribuera ensuite le niveau de criticité global de la situation. Donc là, on a évalué nos besoins un peu à la louche, mais l'idée est là. Ce serait donc au niveau du CIR7PC des journées de travail. Donc, en l'occurrence, ça représenterait une demi-journée par semaine. Le SGAMI West dégageait également un peu de temps pour travailler avec nous. Et bien entendu, le SDIS 44 pour travailler avec le groupement opérationnel. Et donc, comme le disait Nathan, affiner notre évaluation de la criticité de l'événement. Donc voilà, c'est pour ça. Maintenant, on a besoin de vous, Madame la directrice, déjà pour nous permettre de dégager du temps au niveau du service, également sensibiliser Monsieur le Préfet sur l'utilité de notre outil pour qu'on puisse lever
le plus de moyens possible. Également de vous, monsieur le contrôleur général, comme vous avez pu le voir. Je comprends ma ligne. Ouais, exactement. Donc, pour pouvoir dégager un petit peu de temps aux collègues du groupement opérationnel. Et puis vous, également, le SGAMI West pour développer donc, cet outil pour qu'il soit le plus fin possible et le plus juste et apporter la meilleure solution, puisque on sait que la crise, les premières minutes sont les plus importantes. Donc voilà, si on peut permettre à Paul de se libérer un peu de tout ça. Voilà. Merci à vous. Bravo, messieurs, merci. Merci, coach. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bravo déjà pour ce travail, c'est très clair. L'interface est représentée avec le DSFR, donc on voit que vous avez déjà tous les codes de l'État, c'est parfait. Vous parlez de gestion de crise, et donc qui dit gestion de crise dit la personne en face est effectivement en panique. J'imagine que l'interface, vous y avez pensé, c'est diminuer le nombre de clics pour arriver à l'information. Donc ça, j'imagine, j'aurai une observation là-dessus. Est-ce que vous avez aussi, dans un deuxième temps, essayé d'étudier l'intelligence artificielle qui pourrait déjà vous suggérer des réponses et préparer déjà des actions à mener? Ça n'arrête pas, excuse-moi. Et je termine là-dessus. On peut imaginer aussi une personne qui n'est pas à son bureau, qui doit aussi intervenir ou réaliser avec son smartphone. Qu'en est-il, quoi? Alors, c'est sur la question de l'intelligence artificielle, pour reprendre des éléments de pop culture, effectivement, si vous voyez Iron Man, il a Jarvis, son intelligence artificielle, qui vraiment l'accompagne dans tous ses actes de super-héros. Là, en l'occurrence, on serait dans la gestion de crise et ce serait parfait d'avoir vraiment... voilà, on pensait à ChatGPT à un moment donné, la gestion de crise. Bon, après, effectivement, notre maîtrise technique, en fait, nous permet pas nécessairement de se projeter sur ces outils-là, mais en fait, si on peut travailler ensemble, bien évidemment, on tape dans la main quand vous voulez. Et puis, effectivement, sur la question du mobile, on s'est également posé la question, mais comme on a prévu une interface aussi avec ce qui fait de synergie, en fait, sur des petits écrans, c'est compliqué, en fait, d'afficher. Ouais, la lecture n'est pas optimale. Après, si c'est une appli web, elle serait également utilisable évidemment sur un téléphone. À voir, mais ce serait bien sûr moins confortable. Ouais. Moi, c'est vrai que on en avait déjà parlé. Je pense que le succès de l'outil tiendra en grande partie à cette capacité de l'avoir sur plusieurs vecteurs. Parce que si Paul est comme moi, pour allumer son ordi, il faut 20 minutes. Et donc là, il a déjà eu le temps d'être un peu paniqué. Paul a les mêmes ordinateurs que vous. Voilà. Il est agent public. Non, mais c'est vrai que du coup, le téléphone, comme en plus ça peut se passer en week-end, les personnes peuvent être allées faire leurs courses, etc. C'est bien d'avoir un outil immédiatement utilisable. Et puis juste deux petites remarques. La partie rétex, on l'avait pas encore trop vu ensemble. Je trouve ça vraiment super parce qu'on voilà, c'est vrai qu'on ne capitalise pas suffisamment, je pense, encore sur les crises qu'on a pu vivre, et y compris à l'échelle zonale, si le SGAMI souhaite travailler sur l'outil. Malheureusement, on a vécu il y a quelques semaines une attaque au couteau dans un lycée. Je pense qu'il y a, heureusement pour nous, pas beaucoup de départements qui ont vécu ces dernières années ce type d'événement. Donc c'est vrai que c'est un rétex qui, au-delà de la Loire-Atlantique, pourrait être utile en l'état à peu près partout. Inversement, il y a des crises qu'on n'a pas forcément vécues ici, que d'autres départements auraient peut-être connues. Et donc c'est vrai que finalement, je pense que la modulation en fonction des départements sera assez limitée, parce que les outils sont quand même les mêmes partout. Les rétex peuvent être partagés. Et puis la deuxième petite remarque, peut-être juste sur les acronymes, parce que je pense que vous et moi, on connaît bien les CAF, les CAI, les CUM. Je ne suis pas sûre que Paul, ce soit le cas. Donc peut-être juste être vigilant à ce que dans tout l'outil, chaque ou un glossaire, enfin un endroit pour cliquer. Il y a une petite bulle interrogeable en passant le curseur dessus pour avoir la... Ça rejoint une question que j'avais, c'est un outil purement, c'est que des pôles du CRSFPC ou parce qu'en fait quand il y a une crise, il y a des pôles un peu dans tous les services. En fait, ça n'a rien en DTT. Et je me fais la même question que toi, disant, moi il y a plein de termes. J'ai fait de la gestion de crise ou de la permanence en DTT. Et effectivement, ces termes, ça ne me dit rien, quoi, je les connais pas. Donc je voulais savoir à qui il serait accessible. Alors, pour nous, c'est exclusivement EMI.
Oui. Gestionnaire de crise. Gestionnaire de crise. Voilà, en interne, parce qu'on a de la donnée quand même, voilà, de capitalisation de crise et de dispositifs hors sec, de choses qui sont de process internes, mais on ne souhaite pas le partager avec d'autres. L'utilisateur sera donc quelqu'un du service CR7PC, donc service interministériel régional des affaires civiles, économiques, de défense et de protection civile. Et nos collègues, comme je le disais, donc d'autres services du cabinet, du pôle d'astreinte. Ouais. Mais il n'a pas vocation à diviser. Non, ce serait assistant de cabinet et gestionnaire de crise. Parce que comme on le disait dans le temps, en fait, c'est vraiment sur la première heure 30 pour avoir la meilleure réactivité possible. Mais à chaque fois qu'il y a une crise, effectivement, alors, soit via souvent le SDIS ou l'accueil préfecture, tous les personnes de permanence dans toutes les structures plus ou moins concernées sont alertés à peu près dans ces premières minutes. Et c'est vrai qu'il y a des Paul ou des Simon en panique, il y en a un petit peu partout dans ces cas-là. En fonction de la violence de la crise, c'est ce qu'on disait en préparant, on peut tous être le pôle de la situation. Enfin, c'est... Le principe de la checklist, un petit peu sur le mode aviation, est quand même très intéressant. Parce que dans la vraie vie, il y a le truc qui pète, la police arrive, il réveille le directeur qui va réveiller le DIRCAB, et Paul, tout se fait en, on va dire 15 minutes. Paul, ça va pas être le premier, mais lui, ce que je vois, c'est super intéressant, peut-être à étoffer la checklist pour que lui voit, quand il va passer ses coups de fil, il dit, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, parce qu'il n'aura pas la première décision. Mais juste, c'est hyper intéressant d'avoir un espèce d'outil collaboratif à terme, mais juste d'avoir une checklist peut-être un peu plus complète. Mais voilà, je comprends bien que c'est un prototype. C'est vrai que dans la vraie vie, Paul, ça va le rassurer de savoir qu'il va poser les bonnes questions. Il va peut-être pas prendre les décisions, mais il va au moins poser les bonnes questions et savoir exactement où on en est. Oui, avoir une première liste d'actions à proposer. Juste une petite réaction par rapport à cela. Il y a besoin en effet d'imaginer toutes les solutions et de les synthétiser comme vous l'avez fait pour poser les bonnes questions et avoir les propositions des bonnes actions, en tout cas celles qui semblent judicieuses de prendre. A contrario, le plantage, la crise de la cybersécurité, plus rien. Il faut, à mon sens, une fiche plus synthétique qui reprenne le tronc commun des fondamentaux de réaction, vous voyez, les quelques questions types qu'on a à se poser, et puis les quelques actions majeures auxquelles il faut réfléchir. Parce qu'on aura toujours, le plantage informatique possible d'une part, et deux, la crise qui est hors d'ordre, mais qui sort de tous les plans et de tout ce qui a pu être prévu. Et donc d'avoir ces fondamentaux de crise ou de réaction, elle est, à mon sens, essentielle. Et puis le deuxième sujet, est-ce que vous avez réfléchi à une autre partie sur des gens qui ne sont pas obligatoirement très acculturés finalement à ce qui tombe sur la tête en pleine nuit à n'importe quel moment, c'est celle de la préparation psychologique. La petite fiche nous dit souffle, prends le temps. Vous voyez, des petites choses basiques qui permettent de se mettre, surtout quand on est appelé à 1h30 ou 2h du matin, on peut se mettre, de dire voilà, j'ai quelques petits principes qui vont me permettre au moins de me poser. La préparation psychologique, c'est des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus dans les services concernés par l'urgence. Et je pense qu'il y aurait peut-être intérêt à réfléchir à un truc comme ça. C'est une très bonne observation parce que je vais vous projeter dans une séance de travail qu'on a eue à Laval, où justement on a vraiment pris toutes les composantes de notre solution idéale. Voilà. Et puis après, on nous a dit, vous ne pouvez pas tout faire. Et l'impact psychologique de la crise en était une. Et on s'est dit, voilà, nous, on doit se concentrer sur la solution technique, mais engager à côté, en fait, ce travail de formation et de soutien. Et on a la chance, voilà, de travailler notamment avec la cellule d'urgence médico-psychologique qui travaille là-dessus, et à voir comment nous aussi on peut les faire intervenir en préparation opérationnelle. Et donner des conseils à nos gestionnaires de crise qui sont parfois aussi. Et c'est un très bel outil à utiliser aussi en formation, à mon avis. C'est vraiment, ça évite les phénomènes de sidération. Même quand j'ai connu l'accident du Concorde en 98 dans le Val d'Oise. On était tous, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fallu quelques minutes pour une petite question, une remarque. Est-ce que
ce projet aurait vocation à avoir un appui national ou être, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour assurer les passages à l'échelle, notamment quand il y aura si on doit avoir des réflexes aussi qui soient élargis au-delà de la zone géographique d'accueil du dispositif, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas si vous avez commencé à discuter à ça. Et la deuxième question, et là c'est par rapport à une remarque de Patrice aussi, est-ce que vous avez déjà essayé de tester, simuler l'impact que ça pourrait avoir en se disant bah on simule une crise et j'essaye avec le dispositif, j'essaye avec le tas, et qu'est-ce qu'on gagne voilà. Et ça peut être une preuve qui permet de gagner du soutien pour le déploiement à plus large échelle. Alors, je ne sais pas si on l'a dit dans la présentation, mais ce qu'on voulait faire, oui, c'est en fait, on voulait, une fois qu'on aura bien travaillé, avancé quand même, on est encore à l'état de prototype, mais c'était de tester, de mettre à l'épreuve du réel en fait l'outil avec des collègues justement dont c'est pas le cœur de métier et de voir ce qu'ils en retiennent et si c'est vraiment voilà, efficace. Ouais, ou quand ce sera un peu plus abouti, utiliser les exercices que nous prépare Audrey, notre collègue, pour voir, confronter vraiment l'outil à une forme de réalité, mais dans un cadre d'exercice. Et pour le coup, sur la partie première observation que vous aviez sur l'échelle nationale, finalement, nos doctrines d'intervention, peu importe le territoire, elles sont structurées de la même manière. Donc, on pourrait considérer qu'effectivement, si on démontre l'intérêt technique de cette solution, en fait, bah, c'est très facilement duplicable sur d'autres structures. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose auquel on a pensé. Non, je pense juste parce que parfois, il peut y avoir d'autres territoires qui travaillent peut-être sur le même sujet, ou même au niveau de l'administration centrale. Et je sais que souffert sur les questions des paraphoires électroniques, entre des initiatives locales et des initiatives... voilà. C'est mieux d'essayer de prévenir que... Sur ce sujet, alors c'est la mise en œuvre, effectivement. Donc là, on est en plein sur notre cœur de métier, on va dire, parce que nous, on est effectivement entre départements, on est bien positionné, entre départements et national, on échange avec les départements, et on a mis en place un lab, d'ailleurs, justement, aussi, en complément des labs SGAR, de façon à fédérer, encore un peu plus, mais pour le coup, à agglomérer au niveau de la zone, et on échange évidemment tous les jours avec nos collègues de la DTLUM sur tous ces sujets. Donc, alors notre lab s'est réuni il y a une quinzaine de jours. On n'a pas identifié ce projet, c'est dommage. On en a identifié une dizaine d'autres. On va l'intégrer, bien sûr, ce projet. Ce qu'il faut, c'est prioriser ensuite notre capacité à faire. 40, 30, 50 hommes jour à voir. Effectivement, clairement, on va vous aider. C'est-à-dire que la cartographie de ce qui existe sur le territoire, ça c'est notre job. Il faut qu'on vous dise s'il y a c'est un peu le remarque que je faisais sur les motos tout à l'heure. Qu'est-ce qui existe ailleurs? On va reproduire ce qui a été fait. Idem d'ailleurs sur le sujet précédent, sur le sujet biodiversité, on est en capacité de faire, bien entendu, mais il faut qu'on creuse. Nous, ça nous intéresse énormément. C'est-à-dire la gestion de crise, on est en plein dans notre cœur de métier, là, pour le coup, s'agissant en tous les cas des forces de sécurité intérieure. Donc, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on va se rapprocher de vous, on va se mettre autour de la table, on va partager aussi avec notre club des acteurs du numérique qui se sont associés au lab, qu'on va faire grossir. L'idée aussi, c'est de travailler en communauté de développement sur la zone, parce qu'il y a d'autres développeurs. On a des développeurs, évidemment, à la DZTNUM, on a une équipe de développement qui a aguerri à tous ces sujets. On développe des applications nationales, on développe des applications locales. On a une force de frappe. Alors ça, c'est assez spécifique de la DZTNUM Rennes, c'est qu'on a un pôle de développement qui est reconnu à l'échelle nationale. Donc, par contre, on a un plan de charge. Voilà. Donc, il va falloir... On s'en doute. Voilà. Et en tous les cas, beau projet et on va s'y associer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends l'exemple de ma sécurité. Le plus important que le côté technique, il est ce qu'il est, mais c'est des choses qui sont assez maîtrisées. C'est vraiment le parcours, j'allais dire le parcours usager. C'est je clique sur et d'avoir des bons chemins qui ne viennent pas parasiter. Par exemple, moi, je dis le directeur de la police ou le chef du SDIS, il va dire non, moi, s'il fait ça, ça va me parasiter. Donc, il y a vraiment une réflexion, enfin, bon, vous connaissez ça, il y a vraiment une réflexion très concrète à mettre en place. Même question, vous y attendez maintenant.
Nathan, Sébastien, un petit retour sur les 7 mois d'incubation. Déjà, merci à notre coach, nos coachs, également l'ensemble de l'équipe du Lab, Simon qui a joué Paul. Non, c'était vraiment très instructif dans le cadre de la gestion de projet. On est passé par différentes émotions, mais voilà, pour aboutir à ce prototype qui vaut ce qu'il vaut, qui est perfectible. Mais voilà, vraiment super expérience pour ceux qui n'ont pas encore fait le Lab, n'hésitez pas. Très bon ambassadeur, Sébastien. Non, vraiment, je vais poursuivre ce que tu dis sur le côté. N'hésitez pas à communiquer sur l'offre de l'Étaline parce qu'en fait, on développe une autre méthode de travail. On fait vraiment un pas de côté. Enfin, je vais le dire schématiquement, on peut avoir une idée dans la vie de tous les jours, puis se dire j'ai une super idée, je sais pas comment faire, je laisse l'idée de côté. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire en fait, on a des gens qui sont là pour nous aider, nous accompagner et pour transformer le projet en quelque chose de matériel et qui existe, quoi. Et c'est hyper valorisant de présenter aujourd'hui quelque chose qui était une idée un peu éthérée au départ. Non, mais qui un besoin identifié à quelque chose qu'on est fier de présenter aujourd'hui. Voilà. Bravo. Bravo. Merci, chef. Merci. Merci beaucoup du coup à tous les entrepreneurs. Voilà, je sais que ça a été un peu source de stress cet événement, donc voilà, vous avez tous fait des super perfs. Bravo. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Grégoire pour un petit mot de clôture. Ça va être un petit mot alors. Ouais. Ouais, on a un petit peu en avance. T'as 20 minutes. 20 minutes. Toi, t'as un gros mot. Non, je ne vais pas vous embêter pendant 20 minutes, mais je crois que c'est la troisième fois que je viens à cette cérémonie et je vois la montée en puissance des projets. On a des projets de plus en plus à impact sur des sujets de politique publique et de plus en plus transformants. Donc, je suis impressionné. Là, on arrive à un niveau de... c'est pas dans tous les labs comme ça. Donc bravo à Julie, bravo à toute l'équipe, bravo aux coachs, bravo aux porteurs de projets. Voilà, c'est l'administration qu'on veut. On a un exemple de cette administration qu'on veut qui voit des problèmes, essaye de trouver des solutions plutôt que essayer de mettre ça de côté en disant ça marche pas, on râle et puis on râle et il se passe rien. Et donc c'est exactement voilà, c'est un beau modèle, un beau reflet de ce qu'on attend de l'administration du XXIe siècle. Et de l'innovation, comme quoi l'innovation c'est pas juste une salle sympa avec des post-it, des chaises et un mobilier sympa, c'est aussi une méthode et des résultats. Et là on voit qu'il y a un potentiel de résultats sur des enjeux majeurs de politique publique au plus près des territoires. Moi, je suis presque jaloux, en fait, parce que j'ai pas d'incubateur comme ça. Personne ne veut travailler chez nous. Non, c'est juste que là, je prends l'enthousiasme et de l'air, parce qu'à Paris, en ce moment, c'est pas, un vent de réforme. Voilà, on attend les coupes budgétaires, les décisions. Et donc, là, je prends de l'air, je prends de bonnes idées et je vais en parler et je vais essayer de diffuser. Là, sur ces projets-là, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont un potentiel national important. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut embarquer à un moment donné ceux qui seront en charge de porter ces projets. Il faut le faire le plus en amont possible parce que nous, on a vu trop de beaux projets qui sont restés éteints, non diffusés parce que, en fait, quand vous innovez, vous apportez une nouvelle solution, vous êtes très enthousiaste sur ces projets-là. Mais ceux qui sont en responsabilité à un échelon supérieur ou au niveau national, eux, ils peuvent prendre cela un peu comme une remise en cause de la qualité de leur travail. Se dire, parce que c'est eux qui sont censés aussi porter l'efficacité, l'innovation et l'impact. Et donc, co-construire ou au moins avoir un sponsoring de l'ensemble des acteurs, et notamment de ceux qui porteront le dispositif au bout du bout, il faut le penser dès le début. Donc ça, c'est un point important. Peut-être vous faire un état des lieux. Enfin, en tout cas, une nouvelle fois, je voudrais féliciter l'ensemble de l'équipe. Là, je suis très heureux d'être là. Alors, je suis nantais aussi, donc ça facilite les choses. Mais sans chauvinisme aucun. Voilà, je pense que vous avez plein de choses à démontrer et moi, ça me donne envie de
voilà, mettre plus d'énergie pour essayer de créer cet incubateur au lieu de la transformation publique sur des projets nationaux. Et en tout cas, nous, DITP, on est à disposition pour aider ces projets à grandir, à se diffuser. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les bons labs nationaux, peut-être l'UMTE, l'OFB, sur le deuxième projet. Enfin, voilà, nous, on est à disposition pour faire en sorte qu'on puisse vous aider à passer à l'échelle et avoir des résultats, avoir des financements. Donc, c'est ouvert. On a besoin de projets comme ça qui viennent du terrain et un peu donner de l'air aux administrations centrales. Voilà ce que je voulais dire en première intention. Peut-être ensuite vous faire un point, c'est peut-être l'occasion de où on en est. Donc ici on a Etaline, qui est donc un laboratoire interministériel d'innovation territoriale. Donc aujourd'hui, si on doit faire un bilan de ce qu'on a fait sur la dernière année, sur 2024, on a eu des moyens supplémentaires ouverts en loi de finances pour 2024 pour ces laboratoires avec les 25 ETP. Pour la première fois un budget de fonctionnement, ce qui évitait de faire un peu des faux appels à manifestation d'intérêt sur des projets et qui permettent de fonctionner plus sereinement et de s'ancrer dans la durée. On est heureux parce que on a en fait en 2024 réussi à relancer 3-4 labs qui avaient disparu ou pour lesquels les personnes en charge avaient quitté leur fonction, donc il fallait recommencer de zéro. On a soutenu le développement de 3 nouveaux labs, notamment en Outre-mer. Donc il y a notamment le petit dernier, la Guyane, qui est en train de naître. Il y a la Réunion aussi. Il y aura une semaine de l'innovation publique à la Réunion pour lancer la naissance du nouveau lab. Il y a la Corse aussi. Ça va être très insulaire, c'est des beaux territoires finalement. J'y aille aussi. La Corse aussi, qui a un beau lab qui est en train d'émerger et donc qui va aussi être inauguré en septembre-octobre. Et puis des labs un peu plus anciens qui continuent de se développer. Je pense à l'Occitanie, qui va avoir de nouveaux locaux, la Normandie, qui a le préfet de région a réservé de magnifiques locaux dans la préfecture, dans les bâtiments historiques, pour créer un lab qui sera peut-être le plus beau lab de France. Enfin, vous verrez si vous voulez faire un peu d'inter. C'est un défi qui nous lance. Et voilà, et aussi des labs qui naissent, et ça c'est intéressant, c'est des labs qui sont sortis des SGAR pour être dans des cités administratives au rez-de-chaussée, souvent. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on capte le client au rez-de-chaussée de la cité administrative qui accueille plein d'administrations, et des administrations qui ne sont pas forcément que ATE, mais ça peut être aussi la DDFIP, la DRFIP, voilà. Et donc ça permet d'élargir aussi son champ potentiel de porteurs de projets. Et donc on en est très, très heureux. Après, effectivement, comme il y a moins de portage sur les politiques publiques, les politiques prioritaires du gouvernement, il y a moins de capacité à aller chercher des projets. Aujourd'hui, je m'en rends bien compte dans les projets portés par les labs. Il y a moins de demandes d'accompagnement sur des politiques publiques. Néanmoins, il y a quand même toujours des choses à faire. Il y a toujours la facilitation, il y a toujours les COP régionales. Donc voilà. Et puis le portage politique va devoir repartir à un moment donné. Je crois qu'il y a une redéfinition de la liste de ces fameuses PPG qui est en cours et donc qui va permettre de redonner un peu d'élan ou mettre un peu d'essence dans ce dispositif-là. Et ce qui est important pour nous, c'est que collectivement, c'est que je pense qu'au début, il y a 10 ans, on faisait l'innovation pour montrer qu'on était en capacité d'innover dans le secteur public, ce qui n'était pas forcément une évidence. Hier, j'étais à la métropole européenne de Lille pour parler du paradoxe, du couple paradoxal administration et innovation. Ce n'est pas une évidence. Maintenant, ça commence à devenir presque quelque chose qu'on conçoit. Et sur les 10 dernières années, je pense qu'on a montré qu'on pouvait faire de l'innovation publique au sein de l'administration, ce qui était une première chose à faire. Donc, on pouvait innover. Je pense que maintenant, on arrive à un niveau de maturité où l'innovation doit devenir un moteur de la transformation publique. On doit passer à une autre échelle, ce qui veut dire que l'innovation doit passer quelque part d'une position plutôt, d'être un peu en marge à devenir en position centrale de la transformation publique. Moi, c'est en tout cas ce que j'essaie de porter. Ce qui suppose qu'il faut montrer que l'innovation a un impact, que ce n'est pas juste des choses un peu sympas et mignonnes, mais que vraiment ça change les choses et qu'on a des preuves que ça change les choses. Et donc pour ça, on va mettre en ligne en septembre ce qu'on appelle la mallette du pilotage par l'impact de l'innovation, avec des petits outils
un module de formation en ligne pour se dire comment de bout en bout je peux intégrer cette logique d'impact dès le cadrage de mon projet. Parce que trop souvent, on se pose la question de l'impact à la fin, mais c'est trop tard parce que s'il faut aller chercher les données, quand elles n'existent pas, on a du mal à pouvoir ensuite expliquer quel est l'impact. Et puis surtout, en fait, je pense qu'on n'aura pas le choix que d'innover dans un moment où on va avoir quand même une réduction de moyens. Et donc, si on doit faire autant, voire mieux, avec moins de moyens, il n'y aura pas le choix, il va falloir innover. Et donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité aussi, justement, quand je dis passer des marges au centre de l'action publique, avec cette réduction de moyens, l'innovation va s'imposer à nous. Et donc, on va s'appeler de plus en plus vers vous. Et ça veut dire aussi que si l'innovation devient plus centrale, la position des labs peut évoluer aussi, puisque les labs sont des lieux finalement où on peut tester, innover, expérimenter, avoir le droit à l'erreur. C'est un espace sécurisé. Et si l'innovation doit se diffuser plus largement, ça veut dire qu'il faut, quelque part, je suis un peu provocateur, mais libérer l'innovation du cadre du lab où parfois elle peut s'enfermer, pour aller irriguer les administrations. Et donc les labs doivent devenir aussi des plateformes de diffusion, aller irriguer les directions métiers pour faire en sorte que ça se diffuse plus largement. Et ça se fait assez naturellement. Nous, on était en Bourgogne-Franche-Comté, on a vu donc, le lab régional, mais on a vu qu'il y avait aussi des mini-labs dans des préfectures de département, mais c'est souvent une personne. Et comme il y a moins de monde, tout le monde travaille ensemble. Et j'ai vu que, en fait, les changements de méthode, les manières de faire, c'était tout de suite diffusé dans beaucoup de directions. Et donc, voilà, ça m'a inspiré de me dire, en fait, il faut qu'on soit beaucoup en appui des services déconcentrés au plus près du terrain, parce que c'est là où il y a les problèmes les plus concrets. C'est là aussi, je trouvais qu'il y avait les projets les plus concrets. Et donc, c'est là où l'innovation a le plus de valeur ajoutée, je trouve. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là, au-delà du fait d'être nantais, et que le Excellence soit maintenu en première division. J'ai vécu les années 90 à la Beaujoire, donc c'était une belle époque. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle belle saison l'année prochaine. Nous, on aimerait bien revenir vers nous pour vous expliquer comment bien faire marcher ces incubateurs à un niveau plus national et apprendre de vous. Et sachez que voilà, nous, DITP, on est toujours en appui, en soutien, donc n'hésitez pas. Il y a Julie qui veut faire remonter les besoins auprès de nous, pour qu'on fasse connaître, on vous appuie dans le développement de l'innovation et qu'on valorise aussi tous ces beaux projets, ces beaux résultats et qu'on fasse en sorte que ça puisse se diffuser le plus largement possible. Voilà. Merci à tous et j'espère qu'on aura encore une très belle saison. J'ai hâte de voir la prochaine saison. Merci beaucoup pour votre présence, à tous les participants aussi, aux membres du jury, tous les entrepreneurs. Petit merci aussi spécial à toute l'équipe du lab. Tout l'accompagnement. Aux coachs aussi, on a deux qui sont présentes aujourd'hui. Voilà, Vanessa et Aurélie, merci beaucoup. On pense à Joy et Sébastien aussi qui n'ont pas pu être avec nous. Delphine, on pense bien à toi aussi en distanciel. On est sûr que ton projet va avancer dès que tu pourras. Ce qu'on vous propose,